Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons commencer une formation intitulée Streamlit pour la data et l'IA, guide complet de débutant à expert. Nous sommes sur le site officiel de Streamlit, un framework web Python pour développer des applications data et IA. Donc, comme vous pouvez le constater ici, a fast way to build and share data apps, qui signifie en français un moyen plus rapide de créer et de partager des applications des données. Maintenant, si vous avez des difficultés en anglais, vous pouvez traduire la page. Alors pour le faire, c'est très simple. Vous cliquez sur les trois points qui sont justement là, à droite de votre navigateur. Si vous utilisez bien sûr Chrome, moi j'utilise Chrome comme navigateur par défaut. Vous cliquez sur les trois points et du coup vous aurez effectivement cet élément-là. Donc on va donc traduire la page tout simplement de ce site, si vous voulez bien, donc en français. Et vous voyez la traduction, un moyen plus rapide de créer et de partager des applications de données. Parfait. Alors, on va essayer un peu de scroller, voir un peu ce que ça nous donne. Rapidement. Regardez ce qu'on peut développer avec Streamlit. Alors, je vous conseille, si vous voulez développer des applications data IA, il est très intéressant d'utiliser Streamlit. Il y en a plusieurs technologies qui existent, des frameworks data, mais Streamlit est le framework le plus populaire pour développer les applications data et IA. Comme vous pouvez le constater ici, compatible avec quoi? Ces technologies, vous avez Bokeh, vous avez Altair, vous avez PyTorch, vous avez OpenCV pour développer les applications de vision par ordinateur, pour développer les applications vision par ordinateur. Vous avez DeckDAT.GL, vous avez Pandas, vous avez VegaLite, Matplotlib, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, Plotly, Keras. Et Streamlit supporte toutes ces technologies-là. Comme vous pouvez le voir, l'intitulé tout simplement de notre formation, Streamlit pour la data et l'IA, guide complet de débutant à expert. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut développer les applications data et IA avec Streamlit depuis la base. Et je vous invite effectivement de suivre cette formation au début jusqu'à la fin pour qu'à la fin vous sortez de là avec tous les éléments nécessaires. Très bien, comme vous pouvez le constater, nous avons quelques éléments ici. Alors, puisque Streamlit c'est un framework Python pour développer les applications data et IA, il est donc conseillé ou encore recommandé, avant d'utiliser un framework, peu importe que ce soit un framework Python, Java, peu importe la technologie ou encore le langage de programmation, il est important en fait de maîtriser en fait son langage de programmation de base. Puisque Streamlit a été développé en Python, et l'avantage avec Streamlit, vous n'avez pas besoin du HTML, du CSS, du JavaScript. Tout est déjà géré en Python. Vous voyez, ce framework gère toute cette partie UI. UI qui signifie tout simplement User Interface. Donc, vous allez voir, côté front-end, vous n'allez plus galérer. Vous n'avez plus besoin du CSS, du JavaScript et bien d'autres. Mais c'est vrai, ce framework aussi nous donne la possibilité de customiser tout simplement nos interfaces utilisateurs, bien sûr, la partie UI. On peut utiliser aussi du JavaScript, on peut utiliser du HTML et du CSS. Mais pas souvent. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Si vous avez du mal, vous ne maîtrisez pas Python, je vous recommande tout simplement sur ma chaîne Rosting.ai, vous allez retrouver une formation très populaire que nous avons développée justement ici. Vous voyez, intitulée ici formation partie 1 algorithme et structure de données en langage Python. Comme vous pouvez le voir, c'est une formation très suivie. Si vous avez du mal tout simplement avec les algorithmes et le langage de programmation Python, je vous recommande de suivre effectivement cette formation. Vous avez ici 4 vidéos, donc première partie, deuxième partie, troisième partie, et une vidéo effectivement comme bonus pour utiliser en fait les emojis dans Python dans VS Code. Donc, je vous invite tout simplement de jeter un coup d'œil sur cette formation pour avoir des bases sur les algorithmes et la programmation avant effectivement de vous lancer dans ce framework que nous allons, sur cette formation que nous allons débuter et aller jusqu'au bout. Donc les amis, je vous invite donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager effectivement cette formation. Revenons sur notre technologie que nous allons effectivement travailler. Ici,
tout simplement sur la plateforme ou encore sur le site officiel Streamlit. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi, les amis? Nous allons créer un dossier. Peu importe là où vous voulez. Moi, j'ai effectivement créé un dossier sur le bureau renommé formation Streamlit, justement ici. Donc, dans ce dossier, j'ai créé un sous-dossier appelé data. C'est là où j'ai mis ou encore stocké toutes mes données. En fait, les différents types de données ici. J'ai un fichier audio, un sous-dossier fichier audio, un sous-dossier des fichiers CSV, un sous-dossier fichier image, un sous-dossier PDF, là où j'ai stocké un fichier PDF, et enfin un sous-dossier vidéo, c'est là où j'ai stocké une vidéo. Parfait. Alors les amis, je sais que vous avez hâte de coder, de découvrir ce que ce framework nous offre comme fonctionnalité. Moi également. Alors trêve de bavardage. Avant d'ouvrir notre dossier là sur VS Code, on a besoin donc d'installer Python, puisque Streamlit c'est un framework web, c'est-à-dire destiné pour la data et l'IA. Ça veut dire framework Python. Il faut donc installer Python premièrement et ensuite installer VS Code, c'est-à-dire l'éditeur de texte pour coder en fait, qui va nous aider effectivement à coder. Alors, et bien après, on aura besoin d'installer ce framework lui-même qui est Streamlit sur notre machine. C'est ce que nous allons faire maintenant, ces 3 étapes. Donc la première étape, ici je reviens sur mon navigateur favori, Google Chrome. On a besoin de Python. Donc ici, regardez, je suis sur le site officiel de Python. Je mettrai les liens dans la description de cette formation. Vous cliquez tout simplement sur ce bouton-là, directement. Si vous utilisez par exemple Windows, tant mieux. Vous allez directement cliquer sur Download Python et puis suivi tout simplement de la nouvelle version. Vous pouvez cliquer là-dessus. Quand vous allez cliquer, effectivement, vous allez télécharger le fichier setup, tout simplement, exécutable. Vous cliquez, vous faites suivant, 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 suivant. Et la suite, c'est que vous aurez besoin de VS Code. C'est un éditeur de texte qui va vous aider effectivement de coder. Et là, si vous utilisez par exemple Windows, directement vous cliquez sur ce bouton. Ça sera effectivement téléchargé. Et pour retrouver tout simplement ce fichier ou encore VS Code, vous allez retrouver ça dans le répertoire téléchargement de votre ordinateur. Vous cliquez suivant, suivant, suivant et ça sera effectivement installé. Parfait. Alors, et à la fin, vous revenez ici sur le site officiel de Streamlit. À partir de là, vous voyez ici, on nous montre comment installer Streamlit. Donc, on va effectivement revenir quelque part là, regardez. On dit install Streamlit locally, donc localement, installer Streamlit localement ici. Vous tapez tout simplement cette commande, la première commande, pip install Streamlit. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc vous ouvrez effectivement l'invite de commande de votre ordinateur ou le terminal si vous utilisez Linux bien sûr. Moi je vais taper ici invite de commande. Vous tapez la commande suivante, pip install Streamlit et vous validez par la touche entrée. Vous allez installer la version courante, si vous voulez bien la nouvelle version du Streamlit. Donc vous allez l'installer sur votre machine et à partir de là, moi je l'ai déjà fait, hein. Donc à partir de là, vous revenez effectivement là où vous avez créé votre dossier de votre projet. Chez moi, ça se trouve tout simplement de ce bureau, c'est-à-dire ça se trouve au bureau, le répertoire bureau. Comme vous pouvez le constater, j'ai un sous-dossier ici au niveau du bureau, répertoire bureau, j'ai un sous-dossier formation Streamlit. Si vous cliquez là-dessus, vous allez effectivement remarquer, on a un sous-dossier data. Si vous cliquez là également dans ce sous-dossier data, vous avez les sous-dossiers ici audio, c'est là où se trouve tout simplement un fichier audio. Et là également CSV, sous-dossier CSV, vous allez trouver des fichiers CSV. Et là les images, là vous aurez effectivement trouvé des images, PDF, vous avez des PDF, un PDF, vidéo, vous avez une vidéo. Parfait. Alors, vous pouvez poser la question à quoi ça sert? Ben, c'est parce que nous allons l'utiliser. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Streamlit, on a dit que c'était un framework spécialisé en data et IA. Donc, vous voyez, on a besoin de data, effectivement. C'est ça même le but. Et donc, on va utiliser en fait ces différents types de données pour effectivement communiquer avec ce framework-là. Parfait. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais donc ouvrir ce dossier formation Streamlit au niveau de VS Code. J'ai fait un clic droit, je clique sur afficher d'autres.
Et là, j'ai ouvrir avec code. Je clique là-dessus. Parfait. Vous pouvez le constater, hein, j'ai ce dossier ici. Voilà. Donc, il vient me créer d'autres fichiers. Ça, j'en ai pas besoin. Ça aussi, ignore, j'en ai pas besoin. Parfait. Alors, je vais créer un fichier puisque c'est un framework Python. Et donc, ça signifie que, voilà, nous allons coder en quelque sorte en Python. Et donc, je vais donc survoler mon dossier formation Streamlit. Je pose mon curseur effectivement sur ce premier, ou encore cette icône-là. Comme vous pouvez le voir, en survolant, vous avez New File. Je clique là-dessus. Je clique là-dessus. Je vais donc lui donner un nom, donc app.py. Je valide par la touche Entrée. Parfait. Alors là, il y a un problème parce que ce dossier, je l'ai placé dans le sous-dossier data. Je ne veux pas que ce soit dans le sous-dossier data. Ça doit être carrément la racine. Donc, du coup, je vais faire ceci. Voilà, déplacer un peu. Voilà. Donc, rassurez-vous que le fichier app.py puisse être dans la racine tout simplement, ou encore à la racine de votre projet ici, formation Streamlit. C'est bel et bien la racine. Parfait. Et à partir de là, on va donc revenir sur Streamlit, donc la plateforme. Hein. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais vous montrer une technique pour être beaucoup plus productif. Comme vous pouvez le voir, pour être beaucoup plus productif, c'est très simple. Vous cliquez sur là où on écrit document. Regardez ici, c'est parce que j'ai traduit la page en français. Vous voyez? Si je reviens par exemple en anglais comme ceci, je vais donc enlever la traduction, je ramène en anglais. Et ici, c'est quoi? Docs. En français, c'est quoi? Document. Vous cliquez là-dessus. Vous serez redirigé ici, sur cette page. Alors, ne cherchez pas d'aller à gauche, à droite. Vous allez voir beaucoup de choses ici. Ne vous embrouillez pas. Suivez tout simplement les étapes. Ce que je vais faire, c'est pour vous faciliter la tâche. Regardez ce que nous allons faire. Une fois que vous serez redirigé ici, vous cherchez là où on écrit Develop. Regardez ici. Et vous cherchez le sous-menu. Comme vous pouvez le voir, ou encore le sous-menu. Hein, parfait. Si vous voulez bien, le sous-menu ici. Quick Reference. Donc, vous cliquez là-dessus. Quick Reference. Vous allez trouver un sous-dossier appelé tout simplement ou encore intitulé Cheat Sheet. Regardez ici, Cheat Sheet. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Alors, vous aurez ceci. Hein, et à partir de là, les amis, tout est à votre merci. Pourquoi? Parce que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons faire ou coder, on va utiliser les fonctions de Streamlit qui sont justement ici, bien organisées, comme vous pouvez le constater. Nous allons effectivement nous concentrer sur ce cheat sheet là, comme vous pouvez le voir, tout simplement. Donc, les autres menus que vous voyez ici, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Nous, on va justement se concentrer sur cette partie-là, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, Streamlit API, cheat sheet. Parfait. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va donc chercher à comprendre ce que ça nous donne en fait. Alors les amis, vous allez constater ici, vous avez le premier élément, install and import, ça veut dire installer et importer. Premièrement, si vous voulez utiliser Streamlit, ce que vous devez faire, c'est quoi? Pip install Streamlit, c'est pour installer le framework. C'est ce que nous avons fait ici au niveau de notre invite de commande. Dans pip install Streamlit, ça sera donc installé d'une manière globale sur notre machine. Si vous voulez, vous pouvez créer un environnement virtuel, pas de problème. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous tapez la commande Streamlit run first, c'est-à-dire suivi du nom de votre fichier principal et l'extension .py. Puisque Streamlit a été codé en Python, c'est normal qu'on puisse avoir l'extension .py. Parfait. Alors, ici, c'est quoi? Le nom de notre fichier principal ici, de notre dossier Streamlit, à formation Streamlit, c'est quoi? C'est app. Nous avons renommé ça app.py. On peut vérifier. Regardez ici. Notre dossier ici, c'est formation. Si je survole ici, formation Streamlit. Et dans ce dossier, nous avons un fichier principal ici, app.py. Vous voyez, c'est notre fichier principal. Alors ici, ce qu'il faut faire si on veut par exemple lancer le serveur de notre application, donc il faut taper Streamlit. Donc attention, il faut d'abord switcher dans ce dossier-là, c'est très important. Il faut switcher dans ce dossier. Pour switcher dans ce dossier, il faut aller au bureau. Donc vous pouvez effectivement faire ceci, cd desktop. Voilà. Là, je suis dans mon bureau desktop et dans desktop, j'ai quoi? J'ai un fichier, donc cd pour effectivement changer le répertoire. Hein. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc switcher dans le répertoire Streamlit, regardez, comme ceci. Formation, c'est formation bien sûr. Hein. Formation, regardez ici.
beaucoup de fichiers, donc il faudrait que je puisse bien taper formation stream comme ceci. Vous validez par la touche Entrée. Vous voyez là, la ligne de commande effectivement à compléter. Pourquoi? Parce que ce dossier existe bel et bien au niveau du bureau. Donc là, je peux switcher effectivement. Je suis bel et bien dans mon dossier formation Streamlit. Et à partir de là, je peux donc lancer le serveur de mon application. Le but ici, c'est de rechercher en fait le fichier principal. Donc je dis Streamlit s'il te plaît, Streamlit comme ceci. Donc si vous voulez par exemple lancer le serveur de votre application, lancer votre application, c'est-à-dire le serveur de cette application, il faut donc taper la commande suivante, Streamlit, c'est-à-dire le nom du framework Streamlit, suivi du mot-clé round, ouais, pour exécuter tout simplement, et à la fin, le nom, c'est-à-dire le nom du fichier principal de votre projet. Quel est le nom? Le nom du fichier principal de notre projet, c'est app.py. Donc app.py. Pourquoi? Parce que, vous voyez, dans formation Streamlit, j'ai un fichier qui se trouve à la racine tout simplement de ce dossier-là, formation Streamlit. C'est quoi? C'est app.py. Raison pour laquelle je peux taper la commande directement Streamlit round app.py. Voilà. Et à partir de là, je peux valider par la touche Entrée. Donc du coup, le serveur de l'application sera lancé. Et du coup, regardez ici. Vous voyez? Donc là, nous avons notre application. Félicitations. Si vous avez ceci sur votre écran, félicitations les amis. Vous venez à peine de lancer votre application, le serveur de votre application. C'est vrai que vous avez dit, mais c'est quoi? Il n'y a rien sur notre... Oui, il n'y a rien. N'ayez pas peur. On va remplir, comme vous voyez, cette page web là. Des informations, du texte et autres. Donc n'ayez pas peur, mais félicitations. Si vous avez ceci sur votre écran, félicitations encore. Alors, regardez, je reviens sur la liste de commandes, comme vous pouvez le constater. Hein. Donc, notre application écoute sur le port 8501. Ça dépendra sur certaines machines. Hein. Et puis ici, nous avons notre adresse ici, tout simplement machine. Hein. Donc voilà, on HTTP, notre URL, là, ça c'est en URL, ça c'est en local. Ça c'est en réseau. Hein. Donc en réseau, on utilise cette adresse-là. Avec, donc ici vous avez l'adresse. Et ici vous avez tout simplement le port. En local, on utilise cette adresse, c'est-à-dire le local, ce qui peut être remplacé par l'adresse par défaut, hein, 127.0.0.1. Il suffit du port. Voilà, parfait. Donc, vous avez ceci, votre application. Il n'y a rien, c'est vrai. Il n'y a rien d'intéressant, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons remplir cela. Revenons sur cette page-là. Et la suite, c'est quoi? Regardez ici, pour importer. Donc, import, donc la convention d'importation, si vous voulez bien. Il faut importer ceci. Puisqu'on veut utiliser Streamlit, on lui dit d'importer tout ceci. Les amis, ne réfléchissez pas. Suivez tout simplement ce qu'on fait ici. Vous allez comprendre, vous serez expert. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser toutes ces fonctions. Ne vous fracassez pas. Ne vous emmerdez pas. Soyez tout simplement souple. Pourquoi? Parce que à chaque fois quand vous allez développer des applications avec Streamlit, revenez seulement sur cette page-là. Vous allez juste faire du copier-coller. Mais le plus important ici, c'est que vous devez faire, c'est de comprendre à quoi ça sert chaque fonction. Mais vous n'êtes pas obligé de retenir ces fonctions par cœur. Sinon, vous allez vous fracasser la tête pour rien. Vous n'êtes pas obligé, les amis. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois que vous voulez, par exemple, développer une application data IA, vous venez tout simplement sur cette page, vous faites juste du copier-coller, tout en sachant ce que vous voulez faire. Voilà. Parfait. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Puisque je vais utiliser Streamlit, je vais copier donc cette ligne. Je viens sur mon fichier principal. Je vais donc coller. Alors là, j'ai fait 2 fois. Voilà. Je vais juste faire ceci. Et donc là, je dois enlever l'espace. Parfait. Pas d'espace. Donc là, je dis quoi? Import Streamlit as ici signifie alias. Donc tout simplement, c'est comme un surnom. Voilà. C'est justement un surnom. Au lieu de laisser Streamlit tout long comme ça, vous pouvez tout simplement réduire tout simplement la notation ou encore l'écriture. Voilà pourquoi on parle d'alias. Donc, ce qui nous permet en fait, d'avoir cet alias là, ST qui signifie Streamlit, grâce à ce mot-clé as qui signifie alias, si vous voulez bien. Parfait. Et à partir de là, maintenant, on peut coder, on peut faire tout ce qu'on veut. Puisque Streamlit est installé, on vient de l'importer. Parfait. Donc, je vais encore revenir justement ici. On nous dit cette fois-ci les commandes qu'on peut taper. Hein. Deuxième élément ici, c'est quoi? Command line, donc ligne de commande. Si vous voulez par exemple avoir de l'aide sur des fonctionnalités, par exemple de Streamlit, vous pouvez taper la commande Streamlit help. Ce que ça signifie, ça c'est pour lancer le serveur, ça c'est pour lancer une application par défaut Yellow, ça c'est pour effectivement vérifier, c'est-à-dire vérifier bien sûr les fichiers, les configurations tout simplement, les options de configuration de Streamlit, ça c'est pour nettoyer tout simplement les caches, et ça c'est pour la documentation, et ça c'est pour vérifier justement la version. Alors si vous voulez par exemple vérifier la version de Streamlit qui est installée sur votre machine, attendez, on va encore lancer
invite de commande. Donc ne fermez pas cette invite de commande là, comme vous le voyez, hein, parce que là, notre application est déjà lancée. Donc on vient de lancer le serveur. Si vous fermez l'invite de commande, effectivement, vous arrêtez tout simplement le serveur de votre application. Donc du coup, votre application ne sera plus fonctionnelle. Vous voyez? Donc vous devez laisser le serveur comme ceci jusqu'à la fin. Parce que si vous fermez tout simplement l'invite de commande, ça veut dire que voilà, vous fermez tout simplement le serveur de votre application et du coup, votre application ne sera plus euh, utilisée. Vous n'allez plus utiliser votre application. Voilà, vous n'allez plus voir les modifications effectivement de ce que vous allez faire au niveau du code. Et voilà. Donc c'est très important quand vous développez à chaque fois de laisser le serveur comme ceci. Mais non, vous allez arrêter le serveur si par exemple vous touchez les fichiers de configuration. C'est là où vous serez obligé de couper le serveur et de relancer le serveur pour que les modifications puissent être prises en compte. Voilà, c'est très important. Et donc là, je reviens, je lance un autre invite de commande, si vous voulez bien. Je lance un autre terminal ou encore invite de commande ici. Regardez, c'est pour vérifier la version de Streamlit que j'ai installée sur ma machine. Donc, je tape cette commande en tapant tout simplement clic droit, voilà, pour coller, et je valide par la touche entrée. Et donc, ici, j'utilise la version 1.38, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, parfait. Ça, moi, j'utilise je peux dire une ancienne version. La nouvelle version ici, c'est 1.41. Voilà, parfait. Mais chez vous, je crois que vous avez cette version. Vous avez la version 1.41, comme ceci. Maintenant, si moi, je ne veux plus, par exemple, utiliser cette version 1.38, ben, il suffit juste de faire ceci, de changer de version. Hein. Moi, j'utilise une ancienne version. Bon, je vais avoir la même version que vous. Hein. Donc, je vais taper pip install comme ceci. Voilà, attention. Pip install upgrade Streamlit comme ceci. Voilà, pour avoir la même version que vous, hein, c'est-à-dire la nouvelle version, c'est-à-dire 1.41.0. Vous tapez par la touche entrée. Normalement, je dois avoir la modification de quelque chose ici. Voilà. Et donc là, on peut vérifier maintenant la nouvelle version. Donc pour vérifier la version du Streamlit qui est installée sur votre machine, on a dit qu'il faut taper la commande suivante. Hein, si vous voulez bien, on peut vérifier directement ici. Regardez là. Donc n'êtes pas obligé de galérer, hein, comme vous pouvez le voir. Copier-coller. Vous venez ici. Je clique droit. Je valide par la touche entrée. Et là, j'ai la même version. Donc là, je suis maintenant à jour. Version 1.41.1. Voilà. Parfait. Alors, c'est ce qu'on a vu avec command line, donc ligne de commande, ce qu'on peut utiliser en ligne de commande. Hein. Donc voilà. Donc, vous pouvez aussi consulter la documentation. Hein. Donc comme vous pouvez le voir ici, cette commande Streamlit Docs, si vous voulez avoir la documentation. Vous pouvez voir la documentation, vous avez la commande. Parfait. Donc je viens ici. Je vais donc nettoyer tout ceci avec la commande CLS. Je clique ici pour avoir la documentation. Qu'est-ce qui va se passer? Il va donc l'ouvrir, comme vous pouvez le voir. Vous allez se rediriger ici. Et quand vous serez redirigé ici, n'oubliez pas de justement prêter attention sur ce menu Develop et ensuite le sous-menu Quick References pour effectivement retrouver ceci, l'option Cheat Sheet, comme vous pouvez le voir, cette feuille-là. Et justement là, vous retrouvez les mêmes éléments. Voilà, nous, on l'a déjà fait. Parfait, on va revenir ici. Donc, vous voyez, grâce à cette commande, vous pouvez effectivement consulter la documentation. Voilà, parfait. Alors, on passe à deuxième élément et troisième élément ici. Pre-release features. Donc ça, on y reviendra parce que ça, c'est tout simplement pour... si vous voulez par exemple désinstaller, Streamlit sur votre machine, vous tapez la commande suivante, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est pour désinstaller Streamlit. Alors, si vous voulez par exemple utiliser une version spécifique de Streamlit, hein, beaucoup plus différente que la version par défaut, vous pouvez aussi utiliser ceci. Voilà. Parfait. Et là, on va donc commencer avec des commandes magiques. Hein. On va commencer avec des commandes magiques. Alors, sur la partie Magic Commands, comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Pour l'instant, c'est pas encore trop fun. On va y revenir là-dessus. Voilà, on va y revenir pour l'instant. Alors, moi, ce que je vous conseille, de venir directement sur Display Text et ensuite, on va effectivement
parler tout simplement de cet élément-là, Display Interactive Widget. Voilà. Alors, Display Text signifie tout simplement affichage du texte, quoi. Si vous voulez bien, vous pouvez traduire, hein, si vous voulez, vous pouvez traduire tout ceci en français. Donc, je vous ai dit, les trois traits, vous cliquez là-dessus. Voilà, on va changer la langue, français, et là, voilà, texte d'affichage si vous voulez bien. Et parfait, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? On va juste faire du copier-coller. Regardez, si par exemple afficher du texte avec Streamlit, hein, regardez, vous avez ici, je copie, je vais ici, je colle. Qu'est-ce qui se passe? Puisque nous avons installé Streamlit avec le mot-clé STEX signifie Streamlit, donc depuis Streamlit, nous avons une fonction appelée Write. C'est pour écrire du texte, par exemple ici, most object, plus d'objets. Regardez ici. Alors, regardez ce qui va se passer. On va revenir sur notre application. Ce qui est vide, regardez ici. Vous voyez ici, c'est vide. Puisque nous avons mis du code ici, du code Python, Streamlit, donc un code en Streamlit, en Python, en quelque sorte. Donc, regardez ce qui va se passer. Vous avez deux possibilités pour actualiser la page. La première possibilité, regardez, quand vous posez le curseur sur le petit i ici, soit vous allez activer cette option pour toujours dans Rerun. À chaque fois que vous allez ajouter du code au niveau du VS Code, quand vous allez coder, il y aura donc la prise en compte automatique. Vous voyez, la page effectivement va se rafraîchir automatiquement sans pourtant vous puissiez recharger la page pour effectivement voir les modifications. Ou encore, à chaque fois, vous pouvez cliquer sur Rerun pour exécuter. Nous, ce que nous allons faire, c'est quoi? Premièrement, on va donc cliquer sur Rerun ici. On va voir ce que ça donne. Regardez du texte dont nous avons ici sur notre application. Vous voyez, au fur et à mesure, on commence maintenant à ajouter du texte sur notre application. Ouais, au départ, c'était juste une page vide, blanche. Au fur et à mesure, on ajoute des éléments. Vous allez voir que ce sera très intéressant. Voilà un peu les amis. Donc, on avance. Parfait. Si je reviens ici, hein, vous pouvez dire, mais c'est seulement en anglais? Non, on peut aussi écrire en français, bien sûr. On va dire mon premier texte, si vous voulez bien, mon premier. Voilà, texte, tout court comme ceci. Voilà, mon premier texte. Si vous venez ici, voilà, je vais cliquer sur Run. Ouais, là, on change du texte en français, tout simplement, mon premier texte. Voilà. Alors, je vais revenir sur la documentation ici, sur cette feuille, hein, toujours la feuille là. Vous n'êtes pas obligé, je répète encore, de mobiliser toutes ces fonctions. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, venez tout simplement ici, copier, coller et adapter par rapport à votre situation. Voilà, et sachez ce que vous faites aussi. Cette fonction, ça fait ceci, ça fait cela. C'est très important. Ne cherchez pas à mémoriser toutes ces fonctions-là. Vous n'avez pas besoin. Voilà. Alors, je vais également prendre ceci. Pourquoi pas ceci? Deuxième élément là. Voilà. On va essayer un peu de voir ce que ça donne. Je colle. Ici, je vais ici, sur mon application là. Je vais revenir ramener ça ici. Parfait. Alors, je vais cliquer ça cette fois-ci. Always Rerun. Chaque fois, on n'aura plus besoin de rafraîchir la page. On n'aura plus besoin. Regardez donc ce que nous avons. Donc, ce code que vous voyez ici, hein, ce code ici, AST Write, qui permet tout simplement, write signifie écrire, hein, en français, ce que ça signifie en anglais, mais en français, ça signifie écrire. Donc, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On fait appel tout simplement à Streamlit. Et donc, depuis Streamlit, j'ai fait appel à une fonction qui permet tout simplement, cette fois-ci, d'avoir du code. Hein. Regardez ici. Ce que vous voyez ici, on peut faire bien. Ce que vous voyez ici, on peut même copier, regardez, on peut copier cet élément-là. Vous voyez? Très intéressant. Ce que vous voyez ici, ce que nous donne ça, ben, c'est tout simplement ce code-là que vous voyez là. Voilà. Ce bout de code-là, vous voyez cette ligne-là. Tout simplement. Ouais. Parfait. Et on avance. On revient sur la documentation. Là également, nous avons une fonction appelée. Par contre, cette fonction, on ne peut pas l'utiliser parce que quand vous allez faire, par exemple, développer vos applications avec des prompts IA, il est très intéressant d'utiliser en fait cette fonction-là, Write Stream. Rappelez-vous, si vous avez l'habitude de jeter un coup d'œil sur mes vidéos ou encore mes formations en IA, vous allez constater qu'il y a disons, un paramètre Stream ici qui consiste tout simplement de renvoyer du texte morceau par morceau, comme sur ChatGPT. Donc c'est ce que ça fait cette fonction-là en fait. Écrit en fait. Écrit ou encore renvoie la réponse sous forme de réponses par morceau en fait. On va être comme sur ChatGPT effectivement. Et donc du coup, si on utilise cette fonction-là, on risque d'avoir un bug. Pourquoi? Parce que c'est spécialisé pour des prompts IA tout simplement. Mais on peut tester, hein. Si vous voulez bien, on peut tester. Déjà là, vous remarquez, il y a une erreur parce que là, il manque quoi? My generator. Donc ça veut dire, c'est une fonction normalement qu'il faut faire appel à quelque chose qu'il faut effectivement faire appel. Par exemple, là, quand vous avez dit ceci, ça ne sert à rien pour l'instant de l'utiliser. Mais quand on va y développer par exemple une application IA et autres, vous allez remarquer cela. Voilà.
que ça sera très intéressant. Donc du coup, je vais commenter cette fonction, cette ligne de code, bien sûr. Voilà, parfait. Parce que c'est pour un cas vraiment très spécifique pour les prompts IA. Parfait. Et la même chose ici avec ce que vous voyez ici, hein, c'est la même fonction WriteStream, donc pas besoin. Alors, on peut aussi utiliser, depuis Streamlit, on a une fonction appelée texte pour écrire du texte. Hein. Regardez une autre manière pour écrire du texte. Fix with IDEO. Donc, si on. Je vais ici, je rafraîchis la page ici. Déjà, c'est automatique. Regardez ici. Je n'ai pas actualisé la page. Vous voyez, c'est automatique. Grâce à quoi? Grâce à la fonction qu'on a activée ici. Always Rewind. Donc, toujours rafraîchir. Vous voyez? Parfait. Donc, on avance. Je reviens ici. Donc, on va vérifier chaque fonction. On va voir chaque fonction. Comme ça, vous allez voir ce que chaque fonction vous offre comme résultat. Et cette fois-ci, les markdown aussi, quand vous mettez un underscore ici, encadré, donc un mot encadré par un seul underscore, ça veut dire que vous voulez mettre du texte en italique. C'est ce que ça signifie. Voyons voir ce que ça donne. Regardez. Je clique là-dessus, vous voyez. Le texte ici est en italique. Cette fois-ci, je veux garder ceci. Donc, je vais faire ceci, le même truc. Je vais enlever les underscores, donc les tirés de 8. Hein. Je vais l'enlever. Regardez ce qui va se passer. Ouais, là, la phrase n'est plus en italique. Maintenant, si vous voulez par exemple mettre la phrase en gras, il suffit juste de mettre les étoiles. Donc, vous encadrez le mot avec étoiles comme ceci. Donc, on va voir, hein, tout simplement, on va tester. Soit vous doublez ou vous mettez tout simplement une seule étoile. Regardez. Là, quand vous mettez une seule étoile, ça revient au même avec le underscore. Ça veut dire en italique. Par contre, si vous ajoutez les doubles étoiles comme ceci, regardez, on va voir ce que ça va donner. Hein. Parfait. Je reviens ici cette fois-ci. La phrase, le mot, si vous voulez bien, est en gras. Vous voyez? Là, le mot est en gras. Parfait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais copier encore ceci, du texte là. Vous voyez les amis, je ne souffre même pas. Je fais juste du copier-coller. Et je vous montre, je vous explique ce que chaque fonction nous donne comme résultat. Et à la fin, la somme de ces fonctions-là, on pourra maintenant bâtir une application avec. Ouais, parce que le plus important, c'est d'abord comprendre le framework. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les fonctionnalités? Qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir ceci, pour avoir cela? C'est très important. Et à la fin, vous pouvez maintenant lancer un projet par rapport à tout ce que vous avez appris, les fonctions-là, pour créer maintenant une application beaucoup plus sérieuse avec ces fonctionnalités ou encore ces fonctions. Parfait. Parfait. Donc ici, je fais ceci. Je vais enlever l'autre étoile hein, pour effectivement avoir le mot en italique. Hein. On peut le voir en italique. Parfait. Et on avance. Je récupère également cette ligne. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ici, c'est tout simplement mettre du texte en... Comment dire? En fait, vous utilisez par exemple la texte. Hein. Donc, pour ceux-là qui écrivent des mémoires et autres, vous voyez, c'est très intéressant. Parfois, d'autres universités, d'autres écoles qui existent, que vous écrivez vos mémoires en latex. C'est très important. Et vous pouvez aussi le faire avec Streamlit. Vous avez cette fonction latex. Voilà. Regardez ici. Vos formules, vous pouvez l'écrire en latex. Donc, je vais coller tout simplement ceci. Regardez cette formule. Je crois que c'est exponentielle de quelque chose. Hein. Regardez. Je reviens ici sur notre application app. Et là, vous voyez, exponentielle de i, pi plus 1 égale 0. Vous voyez, on vient de l'écrire en latex, tout simplement. C'est vraiment parfait, c'est très joli. Hein. J'aime bien cette écriture. Et on continue. Et là, vous avez les titres. Donc, quand vous voulez, par exemple, vous voulez écrire des titres, hein, quand vous allez développer vos applications, vous allez effectivement mettre du titre. Donc, là, on peut effectivement tester qu'est-ce que cette fonction nous offre. Hein, title. Donc, pour utiliser Streamlit, rappelez-vous, vous devez d'abord l'importer, st, et à chaque fois que vous allez appeler st, vous avez toutes les fonctionnalités. Alors, je vais vous montrer une méthode vraiment très facile, les amis, sans pourtant même venir au niveau de la documentation ici, sur cette feuille-là. Vous ne serez plus obligé de venir ici à chaque fois. Je vais vous montrer une technique très facile depuis le VS Code. C'est très simple. Alors, pour l'instant, on va devoir voir qu'est-ce que la fonction title nous offre. Vous voyez ici, donc ici nous avons un titre. Donc, si vous voulez par exemple avoir un titre ici sur Streamlit, regardez ce que vous pouvez en avoir avec la fonction title. Alors, la méthode que je voulais vous montrer, les amis, c'est quoi? Elle est très simple. Parce que c'est fastidieux parfois. À chaque fois, vous devez venir sur Streamlit ici, sur cette feuille-là, chercher les fonctions que vous voulez par exemple utiliser dans votre application Streamlit, data ou IA. Vous devez chercher. Bon, voilà, c'est cool, mais à un moment donné, ça peut être fastidieux en quelque sorte. Alors, au lieu de venir tout le temps vérifier, chercher, copier, coller les fonctions ici,
Alors, ce que je vous conseille tout simplement, ce que je vous conseille, il y a une méthode vraiment très rapide, un raccourci bien sûr, hein. Vous tapez tout simplement ST, puisque vous avez importé Streamlit ici, ST, vous mettez le point. Quand vous mettez le point, alors VS Code est très intelligent. Il va vous proposer toutes les fonctions qui peuvent être appliquées sur cet alias ST là, sur Streamlit. Regardez tout ce que vous voyez ici, sur cette feuille ici, depuis le site officiel de Streamlit, sur cette feuille, regardez ici, tout ce que vous voyez ici, toutes les fonctions là, ben, directement vous les retrouvez ici grâce à quoi? Grâce à quoi? Tout simplement un point. Maintenant ici, si vous revenez là, vous n'avez plus cela. C'est très simple. Faites seulement CTRL, la touche espace, vous allez retrouver encore cela. Donc CTRL espace, vous allez retrouver toutes les fonctions qu'il va vous proposer. Et donc du coup, à partir de là, maintenant vous faites le choix de la fonction que vous voulez par exemple utiliser pour votre application. Regardez, toutes les fonctions sont là. Ouais, c'est très intéressant. Voilà, ça c'est une option vraiment très rapide, un raccourci clavier très rapide. De toutes les façons, c'est un raccourci clavier. Le but c'est pour effectivement optimiser la productivité tout simplement du codage. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais effectivement respecter le processus, hein. Donc on va revenir sur le site officiel parce que le but ici, je vous montre comment effectivement lire et utiliser la documentation pour vos futures applications data et IA. Donc on va voir aussi cette fonction header, c'est pour l'entête, hein. Si par exemple ajouter l'entête tout simplement pour votre application, vous pouvez utiliser la fonction st, donc il y en a deux, hein, je vais enlever l'autre st, donc st.header, et du coup attend quoi? Du texte. Ouais, donc cette fonction attend tout simplement du texte, c'est ce que ça signifie tout simplement. Comme la fonction title aussi attend du texte. Voilà, comme argument si vous voulez bien. Vous revenez ici sur l'application app, regardez ici, vous avez votre my header, c'est-à-dire l'entête si vous voulez bien. Je reviens ici, vous avez aussi le sous header, ça veut dire sous entête, hein. Regardez ici, je clique là-dessus, my sub, vous voyez non? Donc vous cliquez là-dessus, vous revenez sur voilà, sur votre application, vous avez my sub tout simplement. Alors c'est comme ça que vous pouvez effectivement apprendre, hein. Streamlit, c'est un format très facile, hein, comme vous pouvez le voir. Il suffit juste de copier-coller et de voir ce que ça donne. Et à partir de là, vous aurez des idées. Ah, si je veux faire ceci, ajouter telle fonctionnalité, j'ai besoin de telle fonction, tel élément. Voilà, c'est comme ça que vous allez apprendre. Voilà pourquoi voilà, je copie des choses directement sur le site officiel pour vous permettre en fait de vous familiariser sur le site officiel. Voilà, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas la magie, les amis. Donc, ce que je vais faire ici, je vais copier. Je viens sur VS Code. Cette fois-ci, j'ai une autre fonction ici depuis Streamlit. J'ai la fonction code. Si vous voulez par exemple taper du code, regardez ici. Donc, for e in range with 2 points. Vous appelez effectivement si cette fonction existe, bien sûr, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous voulez par exemple taper du code, regardez, vous utilisez la fonction code. Alors, regardons ce que ça donne au niveau de notre application ici. Regardez ce que ça donne. C'est très intéressant. Vous voyez, ça c'est du code. Et là, on a la possibilité même de copier ce code-là. Le truc là pour copier tout simplement le truc. Voilà. Donc, vous voyez, on a une boucle for ici tout simplement. Ce que ça signifie. Donc si vous voulez par exemple taper du code, très intéressant. Je reviens également ici, HTML. Alors ça c'est ma meilleure fonction sur Streamlit. Je vous assure, c'est ma meilleure fonction HTML. Parce que Streamlit vous donne la possibilité de taper du HTML. C'est très intéressant. Vous allez remarquer l'une des vidéos qu'on a publiées, hein, tout simplement, je crois, c'était quoi? Diamond Hype Prediction. Vous allez remarquer cela, on avait utilisé du HTML, tout simplement. Alors, je vais copier tout simplement cette ligne de code, hein. Voyons voir. Ça, c'est du HTML. Déjà, ici, c'est une balise, c'est-à-dire balise P, c'est-à-dire paramètre. On va dire du high. Donc, tout simplement, je reviens là. Regardez ce que ça me donne. Par contre, regardez, je vais utiliser du HTML. Cette fois-ci, je vais changer de balise. Je vais mettre par exemple H1. Donc, je vais mettre H1, c'est-à-dire le gros titre là. Ouais, j'ai la possibilité d'utiliser du HTML depuis Streamlit grâce à la fonction HTML. Regardez comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Donc ici, je ferme ma balise avec H1 également. Regardez, vous avez streamlit.st.html et donc ici, attend tout simplement un argument de double quote et dans les double quotes, là, vous pouvez maintenant utiliser ce que vous voulez, c'est-à-dire des balises HTML. Très intéressant. Regardez, et là, je vais dire par exemple mon titre. Pourquoi pas? Je vais dire mon titre. Parfait. Je vais enlever notre H. Parfait, là. Je reviens là. Regardez, mon titre. Ouais, très intéressant. Avec du H1, tout simplement. Un gros titre
pouvez aussi avoir un H2, libre à vous, H6, H6. Voyons voir avec un H6. Pourquoi pas les amis, regardez. J'enlève le H1, je vais le remplacer par le H6. On aura un petit titre, hein, c'est le tout dernier titre. Très petit. Et regardez ici, c'est ce que j'ai dit, mon titre. Voilà, parce que nous avons le H1, H2, H3, H4, H5 et H6 qui est le tout dernier titre, le tout petit là. Voilà, avec du HTML. Pour les amoureux du HTML, vous avez une fonction HTML ici pour personnaliser vos applications data et IA grâce à quoi? Grâce à la fonction HTML de Streamlit. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Tout comme ici, vous pouvez faire aussi du CSS avec la fonction style. Vous faites ce que vous voulez là. Vous voyez, donc si vous voulez par exemple appliquer du CSS depuis cette balise HTML, donc vous avez la fonction style de HTML, là. Style égale du code comme ceci, voilà. Vous faites comme vous voulez là. Vous faites du HTML là. Vous faites comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Voilà. Là, à partir de là, vous pouvez faire du CSS, j'allais dire, vous pouvez faire du CSS, tout simplement. Utiliser les fonctions CSS depuis cette balise H6 là. Voilà, depuis vos balises HTML. Parfait. Donc, libre à vous. Parfait. Mais je ne vais pas faire du CSS, le but, c'est pas ça. Parfait. Donc, je vais enlever tout ça. Voilà, je vais l'enlever. Parfait. On avance. Je reviens sur la documentation. Donc, on a fini avec texte d'affichage. Et là, je vais revenir ici hein, sur les boutons, c'est-à-dire afficher des widgets interactifs. Donc, on va passer sur l'autre côté. Hein. Cette fois-ci, on va maintenant commencer avec afficher des widgets interactifs. Voilà, c'est très intéressant, une partie vraiment très intéressante. Également, on ne va pas galérer les amis, donc je vais faire du copier-coller. Donc, je vais faire ceci. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Premièrement, je vais d'abord copier ceci pour marquer la différence. Hein. Donc, je vais mettre un commentaire justement là. Jazz. Je vais le mettre du commentaire en Python. Vous mettez Jazz et puis voilà. Ici, vous avez des textes d'affichage. Et là, cette fois-ci, on va passer avec des widgets. Parfait. Je mets un petit commentaire. Je vais donc copier tout ceci. Hein. Je viens là et je colle. Parfait. Donc là, on passe maintenant avec afficher des widgets interactifs. Voilà. Parfait. On va faire ceci. Voilà. Donc, ici. On va donc copier. Donc, cette fois-ci, nous avons, depuis Streamlit, nous avons un bouton. Donc, si vous voulez, par exemple, afficher un bouton en Streamlit, donc, vous avez la fonction button. Et attends tout simplement ici, chaîne de caractères du texte, tout simplement. Voilà. Donc, je vais copier comme ceci, comme vous pouvez le voir. Hein. Je vais au niveau de mon application. C'est déjà actualisé par défaut. Regardez le bouton. Donc, j'ai un bouton ici. Vous voyez? Un joli bouton comme ceci, en Streamlit. Voilà. Donc, il suffit juste de faire quoi? De faire appel à Streamlit et utiliser la fonction button qui attend tout simplement une chaîne de caractères click me. Donc, vous pouvez dire par exemple submit. Hein, vous pouvez remplacer par submit, envoyer, valider, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, libre à vous. Hein, libre à vous. On peut même voilà, ajouter un autre bouton ici. On va dire par exemple valider. Pourquoi pas? On va dire valider. Voilà. Regardez. Là, nous avons un bouton valider, tout simplement. Parfait, je reviens sur la documentation. Et ça, c'est pour télécharger en fait. Voilà, si vous voulez par exemple télécharger quelque chose, vous pouvez utiliser cette option-là. Mais ça, on va y revenir parce qu'on n'a pas encore utilisé les datas. Voilà, hein? Vous allez voir quand on va cette fois-ci utiliser les datas, on va y revenir avec cette fonction-là. Ouais, on a une erreur ici, c'est celui dans jaune. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas nos datas. Donc du coup, je vais donc commenter tout ceci et on y reviendra. Je commente, on va y revenir tout simplement. Parce qu'on n'a pas les données. Les données sont quelque part ici. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des datas. Voilà. Maintenant, on va y revenir. Il n'y a pas de problème. Parfait. Et là, on va effectivement chercher la fonction link button. Donc, link button aussi, on ne pourra pas utiliser ça parce que on aura une erreur. Hein, parce qu'il n'y en a pas du réel ici. Hein. On pouvait le constater. Go to gallery, donc regardez URL, ça n'existe pas. Donc ça, il faudrait qu'on ait une URL effectivement pour que ça puisse fonctionner. Donc c'est justement un lien de bouton. Donc quand vous cliquez sur le bouton, il doit effectivement vous rediriger sur une URL en fait, tout simplement. Voilà ce que ça signifie. Ça aussi, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser, mais on y reviendra.
mais sachez que ça existe. Parfait. On va donc avancer, les amis. Et là, nous avons aussi page link. Donc, si vous voulez, par exemple, paginer, hein, aller sur, par exemple, sur la page. Donc, je vais d'abord copier tout ceci. Je colle. Alors, depuis Streamlit, on a la fonction page link. Donc, ici, il dit, regardez ici, j'ai app.py, c'est-à-dire comment dirais-je, la page tout simplement principale de mon projet. Et là, ici, par exemple, c'est le home. On peut le voir. Il y a une page. Mais si on crée, par exemple, une deuxième, si vous voulez bien, page ou un deuxième fichier, qu'on va appeler, par exemple, je sais pas moi, contact ou bien about, pourquoi pas about. On va créer donc un fichier about.py, comme ceci. Et du coup, on va coller cette fonction ici, hein. Ben, il faut d'abord importer Streamlit aussi, pour qu'on puisse pas avoir cette erreur, hein. Donc, import Streamlit as st, comme ceci. Parfait. On n'a plus cette erreur. Ça signifie que la page app devient tout simplement un lien de page, en fait. C'est ce que ça signifie. On va couper le serveur, hein. On va essayer de couper le serveur. On va essayer un peu de relancer notre application. Je vais fermer ceci. Je ramène ça là, juste en bas là. Ok. Là, c'est bon. Donc, il fallait d'abord, comme vous pouvez le constater, hein, il fallait d'abord arrêter le serveur, hein. Pour prendre en compte, je vous ai dit, il y a certains fichiers de configuration, vous êtes obligé d'arrêter le serveur pour que les modifications puissent être prises en compte. Sinon, vous aurez sous forme d'erreur ou encore de bugs, alors qu'il faut justement d'abord couper le serveur de votre application et relancer. Et cette fois-ci, en coupant et en relançant le serveur, on n'a plus de bugs, comme vous pouvez le voir ici. Alors les amis, on va faire un truc beaucoup plus spécifique ici, donc d'intéressant, hein, bien sûr. On va créer un dossier. Attends, on va créer un autre sous-dossier ici. On va appeler par exemple page. Ouais, page. Et dans page, moi je vais tout simplement mettre la page about. Voilà. Parfait. Donc la page about ici, about.py se trouve dans le sous-dossier page, comme vous pouvez le constater ici au pluriel. Et je dois laisser tout simplement le fichier app.py à la racine tout simplement de mon dossier formation Streamlit, comme vous pouvez le constater. Alors ce que je vais faire ici, c'est quoi? Depuis le fichier app.py, je vais donc changer, je vais donc pointer le fichier page, c'est-à-dire about, comme vous pouvez le voir ici, about. Et puisque le fichier about se trouve dans un sous-dossier page, donc je dois spécifier le chemin là où se trouve ce fichier-là. Donc je dois aller dans page, barre, c'est là où tu vas trouver un fichier appelé about.py. Donc dans page, j'ai un fichier about.py. C'est ce que ça signifie tout simplement ici. Voilà, si je déroule tout simplement le dossier page, comme vous pouvez le voir, j'ai un fichier about.py. Ce que ça signifie, ce que j'ai mis ici dans mon fichier app.py, ce que ça signifie. Et je reviens ici dans le fichier par exemple about ici, cette fois-ci, je vais lui dire que, bah, écoute, moi je vais pointer le fichier principal. Voilà, pointer le fichier principal qui est le app.py cette fois-ci. Alors, si je reviens là, vous voyez là, automatiquement j'ai ceci. Donc je vais encore actualiser la page. Parfait. Regardez. Si je clique sur About, sur app ici, donc c'est le fichier principal, j'ai tout ce code source là. Donc disons tout ceci, tous ces éléments là. Et si je clique sur About, j'ai Home. Donc ici, ça ne sera pas Home, je dois mettre About. Voilà. Là où j'ai mis Home, on va remplacer par About. On vient spécifier les choses. Voilà, About. Donc je clique là-dessus, je valide. Voilà, là j'ai About. Et quand je clique ici, je suis sur le fichier principal. Voilà. Donc je vais appeler ça Home. Signifie page d'accueil, hein. Donc justement là, sur le fichier app, cliquons sur le fichier app justement là. Voilà, ici. Après le texte là, je vais donc faire appel à Streamlit, utiliser par exemple quelle fonction, par exemple le header l'entête, hein, pour dire header, qui attend tout simplement une chaîne de caractères, hein, donc pour émettre des double quotes. Ici je vais dire par exemple home, voilà, comme ceci, tout simplement. Donc, home avec un seul M, voilà. Parfait, je reviens là, justement. Je vais donc cliquer sur Always Rerun pour ne plus encore actualiser à tout moment. Donc j'ai Home, parfait. Puis je clique ici, j'ai About. Cette fois-ci, je vais utiliser la fonction pour
fichier about.py. Voilà. Bon, j'ai ce label, hein, c'est normal, j'ai ce label. Voilà. Je pourrais utiliser effectivement Streamlit.header comme ceci qui attend tout simplement une chose de caractère. Je vais dire par exemple about. Ouais. En 2.4.6, on peut déjà développer une application. Ouais, au fur et à mesure on avance, l'application commence à se dessiner en fait. Voilà. Parfait. Et donc là, j'ai tout simplement l'entête ici about. Hein. J'ai l'entête about. Voilà. Et si je clique ici, c'est home. Parfait. Voilà. Vous voyez, vous avez un peu ce menu là, vous pouvez le fermer justement là. Donc libre à vous. Parfait. On peut avancer les amis. On va essayer un peu de voir une autre fonction. Hein. On va avoir une autre fonction. Je vais ramener ça ici. Hein. Parfait. Alors, l'autre fonction, c'est quoi? C'est std.header.data. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais donc copier ceci. Je vais copier ceci. Donc, ramener ça au niveau de... pardon, app comme ceci. Voilà, comme d'habitude, hein, on va cliquer ici. Alors, là, j'ai une erreur. Pourquoi? Regardez, là, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que ce... data n'existe pas en fait, ce truc n'existe pas. Alors pour le faire c'est très simple, cette variable n'existe pas. Pour le faire c'est très simple. Je vais donc faire ceci, je vais donc créer un fichier. Donc je vais appeler une variable que je vais appeler data. Et dans data, je lui dis bah, écoute, va dans un dossier appelé data qui est justement là, comme on peut le voir. Hein. Tu vas donc retrouver un sous-dossier, je vais dérouler cela, tu vas donc retrouver un sous-dossier CSV. Et dans ce sous-dossier CS, justement là, donc je vais taper CSV. Et dans ce sous-dossier CSV, tu vas trouver un fichier. Regardez, je vais dérouler CSV. Tu vas trouver un fichier appelé par exemple, il y a 3 fichiers CSV ici. Libre à vous, vous voulez quoi? Population, donc pays avec population. Bon, on va faire simple, pays avec population. Donc je vais appeler population point suivi de l'extension tout simplement du fichier. Voilà, comme ceci. Mais attention, ça doit être dans les doubles codes, sinon vous aurez cette erreur là. Alors les amis, si vous laissez comme ça vous compiler, on aura une erreur parce que il faut lire ce truc. Donc, pour lire ce truc, on a besoin d'une autre bibliothèque appelée Pandas, bien sûr, pour lire les fichiers CSV, Excel et bien d'autres. Regardez, si on revient au niveau de notre application ici, on a cette erreur là. C'est logique parce qu'il faut, c'est pas tout en fait. Donc, ce qu'il faut faire, il faut importer Pandas. Alors, si vous n'avez pas Pandas installé sur votre machine, on va donc regarder ici. Je vais donc lancer la suite de commande. Vous l'installez globalement sur votre machine, faites pip install pandas. Voilà. Vous validez par la touche entrée, tout simplement. Pip install pandas pour manipuler nos données, en fait, tout simplement. Donc, pandas c'est une bibliothèque Python pour la manipulation des données. Parfait. Alors, ce que vous allez faire, après avoir installé pandas sur votre machine, vous faites donc l'importation de pandas, import pandas, voilà, as l'alias, hein, au lieu de laisser le nom complet comme ça, vous donnez tout simplement un surnom PD comme ceci. Voilà, PD. Parfait. Et à la suite, ce que nous allons faire, c'est quoi? Puisqu'on veut manipuler tout simplement ces données-là, c'est des populations.csv. Donc, je vais créer donc une variable, c'est-à-dire un data frame, df, qui signifie data frame, qui va donc faire appel à quoi? À cet alias PD. Donc, PD comme ceci, point. Pandas propose les fonctions, c'est-à-dire pour lire les fichiers CSV, j'ai une fonction read CSV. C'est cette fonction-là, read CSV, que je vais récupérer. Et cette fonction read CSV attend tout simplement le chemin, c'est-à-dire nos données, en fait, tout simplement. Donc, data, comme vous pouvez le constater. Et par la suite, ici, là, par la suite, je vais enlever data par quoi? Je vais remplacer donc par df, cette variable-là. Df que vous voyez là, tout simplement. Et à partir de là, je crois que tout est bon, on n'aura plus cette erreur là. Voilà, donc je vais coller ça comme ceci, les 3 lignes. Voilà. Je viens ici, automatiquement, regardez. Et là, on peut lire nos données. Donc j'ai les country et la population. Donc la population de chaque pays. Ouais. Donc il y a les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, jusqu'au Congo-Brazzaville ici. Voilà. Congo-Brazzaville avec plus de 6 millions d'habitants, tout simplement. Voilà. Parfait. Donc c'est un peu ça, comment est-ce que vous pouvez lire vos données. Hein. Voilà. On peut avancer justement là. On a aussi la fonction checkbox. Donc ça peut être très intéressant. Regardez.
Donc c'était une ligne comme ceci. Voilà, checkbox, qu'est-ce que ça fait? Je viens ici au niveau de l'application. Voilà, c'est ça, c'est ce bouton-là. Cocher ou décocher. Cocher ou décocher. Ça peut être très intéressant. I agree. Donc j'accepte si vous voulez bien. J'accepte. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle tout simplement checkbox, le bouton checkbox. Si vous faites du HTML, je crois que vous allez vous retrouver. Parfait. Et on avance. On a aussi une fonction feedback. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Feedback, c'est soit liker ou disliker, comme vous pouvez le voir, hein, comme sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, hein. Vous voyez, c'est ce truc-là en fait. Voilà. Ça peut être très intéressant. Et c'est à vous maintenant derrière de faire des traitements pour récupérer tout simplement les feedbacks tout simplement des utilisateurs. Ça peut être très intéressant en fait. Voilà. Donc vous avez le feedback ici. Voilà. Parfait. Ce que ça fait. Donc le feedback ici, hein, je reviens et attends tout simplement, je sais pas, voilà, ah, ça c'est par défaut, hein. Ça c'est temps, ça peut être aussi en majuscule, hein. Mais par défaut c'est temps, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ce que cette fonction feedback fait. Et on peut continuer. Nous avons aussi la fonction fil et regardons ce que ça donne. On va copier. On va voir ce que ça donne. On colle. On vient ici. Regardez ce que ça donne. Vous avez le sport politique. Voilà. Vous avez les piles. Ce que ça donne. Ou encore les tags en quelque sorte. Ça peut être très intéressant, hein, les amis. Très intéressant. On a plusieurs fonctionnalités ici. On avance. Voilà. On va chercher notre fonction. Vous avez le radio. Radio. Ceci. Qu'est-ce que Radio nous offre comme fonctionnalité? Voilà. Soit le doc, soit docs, soit cat. Soit doc, soit cat. Voilà. C'est ça le radio, tout simplement. Parfait. Donc, pour l'utiliser, c'est très simple, hein. Vous avez votre label, hein, et du coup, vous avez une liste ici. Vous pouvez encore ajouter, hein. Bon, non, plus que ça, c'est les pills. Je vais parler tout simplement des radio. Radio prend juste deux valeurs normalement, mais ça peut aussi prendre, si vous voulez, ça peut prendre peut-être trois aussi. Libre à vous, mais je crois que normalement, cette fonction consiste tout simplement de retourner deux éléments, soit cat, soit docs. Ça peut changer en libre à vous, hein. Donc, chat ou chien. Vous pouvez écrire en anglais, en français, libre à vous. Voilà. Je reviens là. Donc les amis, vous voyez, on ne réfléchit pas, on est juste là, on copie, on colle et on essaye de voir ce que ça donne. Vous avez aussi le segment and control. Donc ça aussi, on va essayer un peu de voir, hein, ce que ça donne, cette fonction-là. Comme ceci, vous collez. Et on revient au niveau de notre application ici. Voilà ce que ça donne, open ou close, open ou close. Regardez, vous avez des filtres tout simplement. Donc ça peut être très intéressant pour vos applications data et IA. On avance. Vous avez aussi le toggle. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Toutes les fonctions que vous voyez ici, vous allez les retrouver sur le site officiel avec cette feuille là. Je reviens là. Voilà. Vous pouvez activer, désactiver, activer et désactiver. Ça peut être très intéressant par exemple au niveau de la couleur de vos pages web. Voilà, ça peut faire l'affaire. Là, on peut faire, vous avez aussi Select Box, c'est pour sélectionner plusieurs éléments. Donc, choix multiple, hein, si vous voulez bien. Je viens là, juste à la ligne, je colle. Puis au niveau de l'application, regardez ce que vous avez ici. Vous avez le carte, vous pouvez encore prendre le docs, voilà. Libre à vous d'ajouter d'autres éléments, hein. Ici, puisque c'est une liste, je peux encore ajouter par exemple, je sais pas moi, c'est un exemple, hein, vous pouvez mettre par exemple fruits, hein. Voilà, comme en français, en anglais, voilà, pomme si vous voulez bien, voilà, parfait. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc ici, c'est vrai que ce sont des animaux. J'aurais dû rester cohérent avec des animaux, mais j'ai juste mis fruits, pommes, juste pour vous donner juste une idée que non, voilà, c'est une liste, libre à vous d'ajouter jusqu'à
Voilà. Là, regardez, vous avez plusieurs éléments. Vous pouvez effectivement sélectionner, hein. Voilà. Ici, c'était juste pour vous donner une idée comment est-ce que ça marche. Parfait. Donc, on avance. Alors, vous avez, euh, vous avez aussi des multi-select. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments à la fois, hein. On peut copier tout ceci et vérifier ce que ça donne. Regardez la fonction multi-select. Vous avez, par exemple, ici, c'est label tout simplement du champ. Et par contre, vous avez les éléments que vous pouvez effectivement sélectionner, ouais. On peut effectivement ajouter, hein. Si vous voulez, on peut ajouter aussi les pommes, les fruits comme ceci, hein. Ou encore, on peut ajouter les 4. Bon, ça c'est milk, apple. Bon, on va prendre ceci. On va ajouter, puisqu'on va rester, on va essayer de rester cohérent, hein. Ce qui est dans la liste, on va essayer de rester cohérent. Regardez, on ajoute. Et par contre, on revient là. Regardez, on a milk. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments. On peut prendre pomme. On peut prendre apple. Voilà, comme ceci. Et potatoes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Ouais, vous avez plusieurs sélections à la fois. Grâce à quoi? Grâce à cette fonction multi-select. Voilà, multi-select, tout simplement. Parfait. Donc, les amis, vous avez beaucoup de fonctions ici, justement sur le site officiel. Vous avez la fonction slider. Je reviens là. Je colle. Slider prend quoi? Justement le label du champ, plus les valeurs des 0 par exemple à 1. Et on voir ce que ça donne. Le slider. Ah, slider, c'est justement cette ligne-là. Vous pouvez par exemple tirer 23 jusqu'à 100. C'est ce que vous avez vu ici, hein. Des 0 à 100. Voilà, des 0 à 100. Donc les valeurs quittent des 0 jusqu'à 100 dans le minimum et le maxi. Voilà. Fermer le terminal là. Parfait. Ce que vous avez, ça peut être très intéressant. Pour machine learning, quand vous voulez faire du fine-tuning, ajouter des paramètres, régler vos paramètres de vos modèles, bien sûr. Vous avez ici la fonction select slider. Copier tout ceci. Voilà. Attention. Colle. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Comme vous pouvez le voir, le label du champ, comme vous pouvez voir, hein, label de notre fonction. Ici, c'est de S jusqu'à voilà. On a S, L. On a que trois valeurs dans le S, M et L. Ce que ça fait juste avec des, lettres, hein, si vous voulez bien. Voilà. Une fonction. On a vu select cell. Cette fois-ci, on a la fonction select input. Donc cette fois-ci avec les champs. Vous collez là. Regardez ce que ça donne. Vous avez ces champs, par exemple, first name. Voilà. Nom, prénom, vous pouvez encore ajouter. Au lieu que ce soit en anglais, vous pouvez dire par exemple le first name ou bien par exemple le prénom. Donc, ou nom, tout simplement. Voilà. Nom complet. Pourquoi pas. Voilà. Juste un exemple. Vous avez la possibilité de changer. Regardez ici, vous avez nom complet. Vous voyez, vous avez des champs ici. Voilà. Donc, la fonction vous permet en fait de créer des champs si vous avez text input. Voilà, c'est cette fonction-là qui vous permet tout simplement de créer les champs. Donc, justement, attends quoi? Ben, une chaîne de caractères qui est tout simplement le nom de votre champ, c'est-à-dire le label de votre champ en fait. Voilà. On peut revenir ici. Parfait. Ici, je vais prendre cette fonction-là. Donc, c'est number input. Donc, pour les nombres, hein. Je vais aller par la touche entrée, je colle. Et on teste au niveau de l'application là. Regardez, ce sont les nombres. Qu'est-ce que nous avons dit dans cette fonction? Les nombres quittent de 0 à 10. Donc, max, minimum 0, maxi 10. Libre à vous de les contrôler, hein. Vous pouvez aller jusqu'à au-delà. Voilà. Donc, ici, on ne peut pas aller au-delà de 10. Donc, regardez, je clique sur plus plus. Et à partir de 10, c'est-à-dire la partie plus là, c'est désactivé. Et le moins est activé. Cette fois-ci, on peut décrémenter tout simplement ce nombre-là. Et là, à partir de 0, le moins est comment désactivé. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, nous avons dit, bah ici, la valeur minimum, c'est 0.
maxi c'est 10. Donc ici, vous pouvez régler cela libre à vous. Parfait. Donc, on revient là. Cette fois-ci, text IRA, donc c'est pour avoir tapé du texte, hein. C'est très intéressant. Un gros champ, comme vous pouvez le voir, hein, on aura. Et à partir de là, il vient actualiser. Et vous avez ceci, text to translate, en quelque sorte, voilà. C'est ce gros champ que vous voyez là, vous pouvez par exemple taper du texte, voilà, du blablabla. Et puis justement, vous pouvez par exemple placer un bouton ici pour valider, pour envoyer par exemple un message, quelque chose comme ça, voilà. Donc, nous sommes en train de voir les fonctionnalités de ce framework-là. Et à partir de là, vous pouvez maintenant créer des applications en fait. Voilà. C'est très important. Le but, c'est d'abord comprendre les fonctions. Voilà. Telle fonction fait quoi? À quel moment je peux l'utiliser? Quel est son rôle? C'est très important. Sinon, vous serez perdu, tout simplement. Donc, on peut avancer, hein. Cette fois-ci, on prend, cette fois-ci pour les dates. Donc, ST, date, input. Vous voyez, c'est très facile. Vous avez tout simplement à chaque fois ST, 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 qui est tout simplement l'alias de Streamlit, hein. Et puis, vous appliquez la fonction, par exemple, ici, date, input. Ça, c'est cette fois-ci pour les calendriers, les dates. Voilà. Ici, attend tout simplement le label, tout simplement, de votre champ ici. Donc, si vous venez là, voilà, vous avez ceci, genre birthday. Quand vous cliquez, vous avez le calendrier. Et là, vous pouvez, par exemple, dire, par exemple, le 1er février. Vous pouvez sélectionner. Ouais, vous avez tout ceci. Très intéressant. Regardez. Voilà. Avec ce calendrier-là. Comme ceci. Voilà. Bon. Puisqu'aujourd'hui, c'est le 4. Voilà. Automatiquement, vous avez le 4 premier mois 2025. Parfait. Donc, on avance cette fois-ci avec la fonction time. Ça, c'est pour des heures, hein. Vous avez des heures. Copier-coller. Donc, ST time input. Il attend tout simplement le label tout simplement de votre champ time input. Ici, vous n'êtes pas obligé de laisser ça en anglais, libre à vous de le ramener en français. Faites comme vous voulez, tout simplement. Ça doit être cohérent avec ce que vous faites, en fait, ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc, je viens ici, je ne suis pas obligé de valider parce qu'on a déjà activé Always Rewrite. Vous voyez ici, par défaut, donc 17h23 chez moi. Et libre à vous, vous pouvez donc donner la possibilité aux utilisateurs de choisir effectivement l'heure, hein. Voilà, valider l'heure. Par défaut ici, il va récupérer l'heure du système, donc 17h23. Parfait. C'est ce que nous avons ici, justement. Et on avance. Et on a aussi file upload, c'est-à-dire pour uploader des fichiers, hein. Donc, vous pouvez copier tout ça, cette fonction. Donc l'élément qui vous permet, par exemple, l'élément qui vous permet en fait, ou encore la fonction qui vous permet de téléverser des fichiers. Vous avez effectivement file upload. Voilà, ici c'est load CSV, tout comme vous pouvez mettre PDF, voilà, peu importe ce que vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, regardez ce que nous avons ici, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez tout ceci. Donc, si vous cliquez, vous aurez la possibilité d'aller uploader, par exemple, un fichier PDF, CSV, peu importe, et derrière, vous pouvez récupérer cela pour faire les traitements. Voilà, ça peut être très intéressant, tout simplement. Voilà. Et là, ce sont les fichiers audio. Parfait. Regardez. Fichier audio. Cliquez là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est un fichier audio? Là, qu'est-ce qu'il attend? Ben, il attend tout simplement votre audio normalement. Si vous venez ici au niveau de votre site, et là, regardez, vous pouvez donc parler, hein. Regardez, vous pouvez faire ceci. Si vous activez cet élément-là, vous serez enregistré tout simplement. Donc le truc sera enregistré, vous pouvez accepter, autoriser, qu'il puisse effectivement faire l'enregistrement. Vous voyez là, je suis en train de parler. Ouais, là, je suis en train de parler. Et du coup, derrière, vous pouvez récupérer cette variable-là. Donc du coup, si vous voulez par exemple récupérer la variable, tout ce que je suis en train de dire là et l'enregistrer, je peux par exemple créer une variable que je vais appeler audio. Voilà. Et là, vous pouvez effectivement faire ceci. ST. Bon, on verra. On peut utiliser cette fois-ci audio comme ceci. Et pour afficher tout simplement la variable ici audio. Voilà. Comme ceci. Parfait. On y reviendra. Donc, audio input. Donc, regardez ce qui se passe. Ouais. Je vais enregistrer automatiquement. Il puisse effectivement faire l'enregistrement. Vous voyez là, je suis en train de parler. Ouais. Là, je suis en train de parler. Et du coup, derrière, vous pouvez récupérer cette variable là. Donc du coup, si vous voulez par exemple récupérer la variable, tout ce que je suis en train de dire là et l'enregistrer,
Je peux par exemple créer une variable. Ouais, donc on vient de créer tout simplement récupérer. Ça peut être très intéressant pour la reconnaissance vocale, hein. Ça peut être très intéressant avec la reconnaissance vocale. Vous voyez cette application et mine de rien, on commence à avoir un truc au fur et à mesure les fonctions commencent maintenant à se dégager. Ils donnent déjà une idée pour développer des applications, par exemple pour la reconnaissance vocale, voilà, et bien d'autres en fait. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité d'enregistrer votre voix depuis votre application et récupérer ce que l'utilisateur dit ou sort dans sa bouche pour effectivement faire des traitements derrière, en fait, récupérer des informations et autres, voilà, et connecter cela avec vos modèles de machine ou encore de LLM, hein, si vous voulez bien, vos intelligences artificielles, faire plein de choses en fait. Donc c'est déjà une idée que je vous donne, ça pourrait peut-être vous inspirer pour vos projets perso et puis voilà, c'est un peu ça en fait. Donc grâce à quoi? Grâce à la fonction audio input. Et derrière, je récupère donc avec la fonction audio pour afficher tout simplement cet audio-là, la voix que je vais d'enregistrer. Vous voyez? C'est très intéressant. Parfait. Et on peut continuer les amis. Et cette fois-ci, nous avons caméra input. Bon, là aussi, je n'ai pas envie de montrer ma tranche. Et voilà. Je vais donc copier ceci. Par exemple, si vous voulez l'utiliser, voilà, utiliser la caméra. Vous cliquez là-dessus. Coller. Ça peut être très intéressant pour la reconnaissance faciale, si vous voulez bien, ou détection d'objets. Utilisez ce paramètre-là, caméra input. Vous allez voir, la caméra de votre ordinateur sera donc activée. Et à partir de là, vous pouvez donc capturer, hein, tout simplement ces images-là. Et par exemple, interroger vos modèles d'intelligence artificielle. Lui demander tout simplement, ben voilà, qu'est-ce que tu trouves sur cette image et autres. Voilà. Vous voyez, c'est en temps réel. Ça peut être très intéressant avec cette fonction caméra input. Mais je n'ai pas envie de l'activer, hein. En fait, je n'ai pas envie de l'activer parce que vous allez voir ma tranche et je n'ai pas envie que vous d'afficher ma tranche. Donc c'est pas vraiment important. Mais je vous dis comment est-ce que vous pouvez, comment dirais-je, implémenter la fonction caméra input. Voilà. Parfait. Et comme ce qu'on vient de faire aussi avec audio input, la même chose, hein. Vous pouvez, par exemple, stocker tout ceci, hein. Vous pouvez stocker tout ceci, par exemple, dans une variable appelée image, comme ceci. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez maintenant l'afficher. Vous pouvez maintenant l'afficher en utilisant donc st. Donc à chaque fois quand vous allez utiliser le format, n'oubliez pas le st. Dans le st, par exemple, image, voilà, vous avez la fonction image et à partir de là, vous affichez image. Donc, pour que ce soit beaucoup plus clair, au lieu de faire la confusion, vous pouvez mettre user audio. Voilà, pour en faire audio user, pour dire l'audio du utilisateur. Donc, peu importe, donc si vous voulez par exemple dire user audio, pour que ce soit beaucoup plus propre, comme ceci, user par exemple, audio. Et là, vous pouvez par exemple dire user image. User par exemple, image. Et là, vous pouvez maintenant afficher tout simplement cette image que vous allez capturer tout simplement depuis votre ordinateur. Donc là, je vais remplacer par justement ici user audio. Voilà, que ce soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Bon ouais, moi je n'ai pas envie d'activer tout simplement cette option là. Voilà, tout simplement. Si vous voulez, on pourra, ben, bien sûr, vous allez dire, ben, faut faire un test. Après le problème, si je viens ici au niveau de l'application, je viens là, tech. Là, il demande si je veux bien. Ouais, si je veux bien, si je clique par exemple par oui. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est l'image qui est là, c'est parce que j'ai placé quelque chose pour que ma tranche ne soit pas vraiment prise en compte, hein. Regardez ici. Si vous voulez ici, vous prenez par exemple photo check, voilà, justement. Et là, vous affichez l'image, vous voyez. Là, on vient d'afficher. Donc là, on capture l'image et là, on affiche l'image. Voilà un peu, tout simplement. Maintenant, si j'enlève l'élément qui est en train de barrer en fait la caméra, vous allez voir soit ma tranche ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu tout simplement. Voilà. Vous voyez, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Donc, du coup, je vais revenir ici. Je vais revenir ici et je vais donc commenter ceci. Et pourquoi pas et les deux là. Voilà, ça peut être très intéressant pour vous. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, je viens ici. Tout est parti, hein. Pourquoi? Parce que je l'ai commenté, hein. Parce que je l'ai commenté ici. Parfait, je reviens là, toujours sur cette feuille-là. Cette fois-ci, c'est pour les couleurs. Je récupère tout ceci. Voilà.
check. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va afficher, ça c'est des couleurs, hein, les multicouleurs, hein, et cette fonction attend tout simplement une chaîne de caractères. Libre à vous de traduire tout ceci en français, hein, pour être beaucoup plus clair. Si vous ramenez, vous cliquez ici, vous voyez, Pick a color, donc vous devez effectivement faire un choix de couleur, hein. Et là, vous avez la liberté tout simplement de faire un choix tout simplement d'une couleur que vous aimez bien. Voilà, regardez tout ceci. Ou encore, vous pouvez utiliser les codes ici, en hexa, en hex, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, en RGB, vous pouvez ici faire, vous avez le choix de faire, quand c'est 000, ça c'est en RGB, hein, ça veut dire blanc. Vous pouvez par exemple, libre à voir, hein, il y a plusieurs trucs, hein, regardez ici, ça change au fur et à mesure, hein. Voilà, parfait, ça peut être très intéressant aussi. Voilà. Alors, on vient de finaliser avec affichage des widgets interactifs. Ici, vous avez quelques codes, hein, libre à vous. Vous pouvez, par exemple, copier tout ceci et regarder ce que ça donne, hein. Alors, on a fini avec, et cette fois-ci, on va passer avec afficher les données. Voilà. Bien. Donc, ici, avec afficher les données, on a déjà commencé ensemble avec vous à afficher les données, donc pour les data frames, hein. Donc, si vous voulez, par exemple, afficher les data frames, ça peut être très intéressant. Vous copiez ceci. Vous revenez là, sur le niveau du VS Code, hein. Vous venez là. Je valide. Alors là, j'ai un bug. Pourquoi? Parce que il attend tout simplement mon data frame. Alors le data, donc avec st data frame. Alors on va pas galérer, on va prendre justement cette ligne là. Prendre ceci. Puis on va coller ici. On va changer de variable, le nom de variable ici, parce que ça existe déjà. Je vais mettre par exemple D. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, on peut faire c'est quoi? Donc ici, je vais donc faire appel, je vais donc créer un data frame D1 pour différencier avec ce que nous avons justement là, le DF là. Et je fais appel à pandas. Il va donc lire ce fichier CSV. Et du coup, je vais faire appel quoi à D qui fait quoi? Qui récupère tout simplement ce chemin avec le fichier. Donc ici, le fichier que je veux ici, c'est ds underscore salaries, comme ceci au pluriel. Voilà. Et le root CSV attend quoi? Le fichier qui est le D, qui est en train de prendre tout simplement ce chemin-là, qu'on a stocké dans la variable D ici. Voilà. Comme ceci, parfait. Et à partir de là, on peut actualiser always rewrite. Du coup, c'est vide. Pourquoi? On ne sait pas. On va voir, hein. Qu'est-ce que ça donne? DSSV. Ok, et puis read. Ah ouais, read c'est vide, c'est normal parce qu'il faut injecter df1 ici. Voilà, dans la fonction data frame. Voilà, comme ceci. Et voilà, ici nous avons nos données, c'est bel et bien affiché. Voilà. Donc on a nos données ici qui sont bel et bien affichées, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même les télécharger en format, voilà, si on clique ici, ça sera téléchargé. Télécharger en tant que CSV, télécharger en CSV, hein, si vous voulez bien. Et là, on peut faire une recherche. Et là, on peut tout simplement zoomer tout simplement notre dataset, hein, si vous voulez bien, notre ensemble de données, hein. Voilà, on peut là enlever tout simplement le zoom. Voilà, parfait. Donc, on continue, hein. Nous avons la table, hein. Ici, ça c'est la table, hein. Vous pouvez juste afficher une table ici, c'est tout simplement une colonne, tout simplement de votre dataset, si vous voulez. Voilà, si vous voulez par exemple afficher des données en format JSON, hein, faites ceci, copier-coller. Voilà, format JSON tout simplement. Vous avez accolade ouverte, accolade fermée, justement ici, clé-valeur, clé-valeur. Et séparé, chaque élément séparé par une virgule, c'est ce qu'on appelle tout simplement le format JSON. Dans ST, c'est dit Streamlit, vous avez la fonction JSON. Vous avez les parenthèses. Et ici, attend tout simplement le format JSON, ça veut dire accolade ouverte, accolade fermée, et à l'intérieur, vous avez une clé et une valeur, tout simplement. Voilà. Donc là, comme vous pouvez constater, hein, vous voyez, vous avez le format JSON. Parfait. Donc ça, c'est la clé, et ça, c'est la valeur. La valeur ici, c'est une chaîne de caractères. Voilà pourquoi ici, vous avez les doubles codes. Ah, par contre, les clés ici en fait, les clés doivent avoir en fait des doubles codes parce que c'est la clé pour différencier. Mais si vous voyez ici, après la clé, vous avez les doubles codes, ça veut dire que non, le type tout simplement de cette valeur, c'est une chaîne de caractères ou un caractère. Maintenant, si c'est par exemple un entier ou un réel, bah, inutile de mettre les doubles codes ou les simples codes de toute façon. Voilà. Parfait.
Donc vous avez la clé, 2 points, la valeur. La clé, 2 points, la valeur. Parfait. Vous avez aussi la possibilité de copier cela. Vous voyez le truc là pour copier. Donc, vous pouvez ici fermer tout simplement le truc et voilà. Vous voyez, c'est très intéressant. Et enfin, vous avez les métriques. Hein. Voilà. Vous avez les métriques. Je vais revenir ici. Alors, pour les métriques, attention, ici c'est afficher les données. Je vais faire ceci, mettre un petit commentaire là, afficher les données. Voilà, comme ceci, afficher les données. Parfait. Alors, si on revient au niveau de notre application, là, vous allez voir les métriques tout simplement, ça peut être très intéressant. Voilà. Parfait, on a fini avec afficher les données. Cette fois-ci, on passe à afficher les multimédias. Ah, c'est très intéressant. Et c'est là où vous allez voir l'importance de tout ce qu'on a vu là, tout ça, les images, les PDF et autres. Parfait. Donc ici, on aura un commentaire tout simplement, ce qu'on va taper affichage multimédia. Alors, affichage multimédia, comme d'habitude, hein, on n'a pas besoin de galérer. On a juste besoin de copier du code et voir ce que ça donne. Voilà, je viens là, je copie et je colle tout simplement. Pour afficher une image, hein, regardez ici, vous avez le chemin suivi de l'extension de votre image. Alors ici, nous avons un chemin appelé data. Donc regardez, moi ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever tout ceci. Je vais dire va dans data. Dans data, tu vas trouver un sous-dossier. Donc je déroule ici, je vais fermer ce truc. Un sous-dossier appelé image. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je tape donc image au pluriel, barre. Et à partir de là, ben écoute, tu fais un choix d'une image que tu vas trouver. Par exemple, image dans IMG, dans IMG en suivi de quoi? De l'extension ou encore le format de cette image là, WebP. Voilà, WebP comme ceci. Parfait. Et là, on peut afficher l'image au niveau de notre application. Vous voyez, on vient d'afficher l'image. C'est très intéressant. Et là, c'est pratiquement la même chose qu'on a fait ici. Hein. Regardez ici cette fois-ci en temps réel. Hein. On a utilisé la caméra du PC, ça veut dire voilà. Tout simplement la caméra du PC et ensuite on stocke tout simplement cette image là dans une variable et on affiche tout simplement avec l'option image image et c'est ce que nous avons ici. Donc c'est l'option multimédia, donc qui consiste tout simplement à afficher tout ce qui est multimédia. Voilà, parfait. Et c'est la même chose ce que nous avons fait ici. Et si vous voulez par exemple afficher l'image 2, vous faites 2, vous venez ici, voilà, ça change, ça c'est le panda, voilà, et libre à vous. Si vous voulez par exemple l'image 3, l'image 3 comme ceci, voilà, l'image 3 et libre à vous l'image 4. Au fur et à mesure ça change, voilà, tout simplement. Donc ça, ce qui concerne en fait les images, on va effectivement voir les audios. Les audios, c'est ce qu'on a fait ensemble avec moi hein, déjà. C'est pratiquement la même chose avec audio input. Hein. Donc là, je colle. Je vais justement prendre le chemin là. Le chemin de quoi? De l'audio input, ce qu'on a vu ensemble là. C'est pratiquement la même chose. Cette fois-ci, il faut spécifier le chemin. Donc je vais dire, donc là, je vais enlever, je vais mettre des doubles cotes. Hein. Je vais dire comme ceci. Va dans data, tu vas trouver un sous-dossier audio. Et du coup, tu vas trouver un fichier audio appelé ou renommé, comme vous pouvez le voir ici, Rosting comme ceci. Voilà. Regardez ici, c'est Rosting AI underscore song.mp3. Donc, je vais faire ceci, c'est Rosting AI song underscore song comme ceci point mp3. Parfait. Voilà. Donc si on vient au niveau de notre application ici, regardez, tout est là. Voilà. Et vous pouvez, si vous cliquez ici, ben ça va marcher bien sûr. Hein. Voilà. Je n'ai pas envie de cliquer là-dessus. Voilà. Super. Bon, si vous voulez, on peut cliquer. Voilà. Super. Donc on a testé, vous avez entendu. Parfait, on avance. Je reviens là. Ça c'est pour les vidéos. Et donc je vais copier tout ceci. On fait la même chose aussi avec des vidéos. Hein. On peut faire aussi la même chose avec les vidéos. Comment afficher les multimédias. Et dit cette fois-ci pour le cas vidéo. Justement ici, donc j'ai les doubles cotes. Hein.
vais dans data, je vais trouver un sous-dossier vidéo, et à partir de là, qu'est-ce qu'on aura? Data vidéo. On va chercher le sous-dossier vidéo, regardez. Voilà, je vais cliquer là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'une donnée.mp4? Donc, qu'est-ce qu'une donnée.mp4? Qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une donnée, voilà, point mp4. Voilà. Je viens ici au niveau de l'application, bah, j'ai un bug et je dois bien chercher c'est quoi le nom. Est-ce que c'est vraiment bien ça le nom? Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce qu'une donnée .mp4? Bon, c'est parce qu'on a des espaces, c'est pas propre. Alors je vais renommer tout simplement ce fichier là. Je vais renommer ça par quoi? Je vais dire data, pourquoi pas? C'est la donnée data.mp4 pour éviter tout simplement ces erreurs là. Donc ici je vais enlever tout ceci, c'est data, voilà, data.mp4, super. Et là si je reviens, je crois que normalement tech va actualiser. On va voir. Ah ouais, c'est vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Data, vidéo, c'est bien ça. Vidéo avec accent, bah c'est normal. Vidéo avec accent, c'était ça, c'était mieux comme ça, ouais. Voilà. Mais il fallait, on n'était pas obligé aussi de renommer même hein, le truc, bah c'est pas grave. Donc là, vous avez une vidéo, si vous cliquez là. Salut les amis de la data. Ça c'est une vidéo, on affiche une vidéo tout simplement. Que tout le monde en parle sur le net et parfois on ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Voilà, donc voilà. Vous avez vu comment est-ce qu'on affiche une vidéo. Voilà, sur Streamlit, hein, on a vu des audios, les images. C'est très intéressant. Les multimédias, tout ce qui est multimédia. Je reviens là. Et enfin, vous avez les vidéos avec vidéos subtitle avec des sous-titres. Hein. Donc ça c'est subtitle 8. Ok. Ok. Donc là maintenant, ce sont les. On va afficher par exemple les logos. Hein. On va afficher des logos. Donc libre à vous d'afficher même des logos. Des logos. Hein. Voilà. Alors pour les logos, on a un sous-dossier logo ici et puis nous avons voilà logo ici. Donc ce qu'il faut faire, on va aller dans data. On a un sous-dossier logo et du coup nous avons un fichier logo ici avec le format JPG. Voilà JPG, voilà c'est ça JPG. Et donc du coup on revient là, notre application. Normalement on revient là. Logo data. Donc nous sommes ici. Logo. Donc data. Logo. Et nous avons logo. PG. Voilà. PG. Et normalement, il devra afficher. Voilà le logo justement là, voilà justement ici, le logo justement là, voilà, je ne voyais pas, c'était tellement petit, le logo justement là, comme vous pouvez le constater, hein, le logo justement là, voilà, parfait, on a notre logo ici parce que nous avons le sidebar là, voilà, le logo justement là, très intéressant, voilà, et je crois qu'on a fini avec affichage multimédia, cette fois-ci avec, ça sont des graphiques, hein, ça sont des graphiques. Alors les graphiques, ça demande des datas, hein, donc on peut utiliser, on peut, pourquoi pas, jeter un coup d'œil avec ces éléments-là. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc on va donc affichage des graphiques. On va donc faire ceci, je colle. Je vais donc aller à la ligne. Jazz, voilà, entrée. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc copier tout ceci. Hein. Voilà. Je colle.
Est-ce que j'ai un data frame de DF ici qu'on a eu à créer? Ah ben, c'était data. Donc ici, au lieu que ce soit DF ici, le DF quelque part là, on l'avait ici, DF. Ok. On peut remplacer par ceci par. Bon, voyons voir. DF, le premier DF que nous avons là, juste en haut là. Voilà. Ici, nous avons le premier DF, hein. Donc pour tout ce qui est graphique, hein, vous voyez, c'est très intéressant tout ceci. Ça peut être très intéressant. Regardez, les amis. On a nos données là. Voilà. Là, je suis en train de scroller, hein. Voilà. Voilà ce que nous avons. Donc, ça peut être très intéressant. Voilà. Euh, Grâce à quoi? Ben, grâce tout simplement à RA Chat. Et du coup, je récupère le DF qui est justement là, juste en haut là. Voilà, c'est ce que je suis en train de récupérer pour la population, hein, bien sûr. Voilà, vous avez plein de choses ici, hein. Vous avez plein de choses. Je vous laisse le soin d'exploiter cela, de votre côté là-bas. Je crois que ça c'est bon. Et voilà, c'est bon, c'est bon. Ici c'est bon. Ajouter des éléments de barre latérale. Oui, on peut ajouter des éléments de barre latérale ici. Donc barre latérale, c'est tout simplement ceci, hein. C'est cette barre latérale que vous voyez là. Voilà, là où se trouvent nos menus, hein, tout simplement, c'est-à-dire Up et About. Donc c'est ce que ça signifie tout simplement. Donc je vais faire ceci, je vais coller et je vais considérer ça comme commentaire, hein. Voilà, je vais commenter cela et puis voilà. Et puis je vais justement prendre cette fonction là, par exemple sidebar comme ceci et tester. Donc si vous voulez par exemple ajouter des éléments justement à la barre latérale tout simplement de votre application, la fonction qui fait ça, ben, c'est cette fonction magique sidebar. Comme vous pouvez le voir, sidebar, c'est pour mettre par exemple les éléments justement à la barre latérale, comme ça peut être des menus, des sous-menus et autres. Et justement, si on revient là au niveau de notre application, regardez, vous voyez, voilà, on avance ceci, tout simplement à la sidebar là. Vous voyez ici cette barre latérale. Parfait. On peut avancer. Euh, Ici, il n'y a pas grand-chose, hein. Ici, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose ici. Euh, les colonnes, cette fois-ci, si vous voulez par exemple créer des colonnes, hein, donc, je vais utiliser ceci. Donc, j'aurai un commentaire comme ceci. Et là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ben, je vais récupérer tout ceci. Voilà. Et coller et voir ce que ça donne, tout simplement. Voilà. Si je viens ici, vous voyez, vous avez vos colonnes, tout simplement. Voilà. Ça peut être très intéressant quand vous allez faire la prédiction. Voilà. Donc, je reviens là. Je clique là justement ici. Et là, parfait. Pourquoi pas copier tout ceci, hein. On va copier tout ceci pour voir ensemble ce que ça nous propose, hein. Coller tout ça. Par la suite, je clique. Voilà. Bug parce qu'il y a certaines choses qui n'existent pas et donc il faut faire très attention. Vous avez la fonction colonne, oui, là c'est bon. Ok. Bon, ça c'est mieux pour un projet, hein, quand vous allez faire par exemple un vrai projet. Vous allez retrouver cela de toutes les façons. On va commenter tout ceci. Je vais vous montrer ça dans un projet sur une Streamlit qu'on a eu à développer, hein. Donc on va y revenir parce que c'est très intéressant, hein. Donc on continue. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Cette fois-ci, les onglets, voilà. Si vous voulez par exemple avoir des onglets, donc du coup, je vais commenter tout ceci, pourquoi pas. Je viens là. Voilà. Un petit commentaire avec Jazz. On peut copier tout le code, hein, pour simplement voir ce que ça donne. C'est très important. Partez à la ligne, vous collez. Donc là, il y a un truc qui manque, il faut fermer la parenthèse. Et justement là, quand vous arrivez ici, vous avez un bug, c'est parce qu'il y a
Voilà, vous avez ceci, hein. C'est ça les onglets, comme vous pouvez le voir, les trucs là. Les tables là, tab 1, tab 2. On a eu à l'utiliser dans nos projets d'application data, IA. On pourra y revenir, hein. Voilà, ça c'est un bug, c'est parce qu'il y a certaines choses qui ne devaient pas être là. C'est un peu ça. Et, parfait, tout ceci, on peut l'enlever, hein. On peut l'enlever tout. Voilà, parfait, pour éviter le bug là. Voilà, là c'est bon. Parfait. Du coup, qu'est-ce que nous avons ici? Ça, c'est pour se connecter aux bases de données. Quand si vous voulez, par exemple, se connecter aux bases de données dans source, donc se connecter aux sources de données, par exemple, des bases de données PostgreSQL, MySQL, Oracle et autres. Voilà, vous avez ce code, hein, vous avez ce code qui vous permet tout simplement de se connecter à une base de données, hein, tout simplement. Voilà, vous pouvez l'exploiter, hein, vous pouvez l'exploiter et ça peut être très intéressant aussi. Parfait. Bien. On peut avancer. Ça, c'est des connecteurs extensibles. Donc, je vais copier tout ceci. On va voir ce que ça donne. La majorité des fonctions vraiment que vous allez vraiment utiliser sont déjà là, qu'on a exploité. Maintenant, ce qui reste là, c'est tout simplement un peu du design et autres. Voilà. Et si je prends ceci, je copie, je colle. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, ça donne tout ceci. Bon, regardez, on va faire simple. On va enlever tout ça. Tac. Parfait. Alors, Spender, comme vous pouvez le constater, hein, ça consiste tout simplement de cacher des éléments. Quand vous cliquez là-dessus, il vous affiche l'information, comme ce que vous voyez ici. Vous voyez, ça c'est le label. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez l'information. Et ça peut être très intéressant. Tout comme vous avez aussi les boutons label. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez les sous-boutons ici, show. Ouais, ça peut être aussi très intéressant. Voilà. Et le code source que vous avez, c'est tout simplement ceci. Checkbox, dans le truc pop, pop over. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le pop over. Ce que ça fait. Donc c'est pop over qui fait ça. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez, voilà, vos informations, vos données. Ça peut être très intéressant. Voilà. Alors les amis, les autres fonctions, moi, je vous laisse le soin de parcourir cela, de tester, hein, de votre côté, qu'est-ce que ça donne. C'est le même principe avec ce que nous avons commencé avec les autres, hein. Vous avez eu les explications ici, ce que ça fait. Et puis, ce que je voulais effectivement voir avec vous, ce sont afficher la progression et le statut. Donc ça, j'aime bien l'utiliser, hein. Ça peut être très intéressant. Je vais récupérer tout ceci. Je viens là, tac, hop. Donc un petit commentaire. Voilà, je viens là. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Ben, regardez, je vais tout simplement copier tout ceci. Ou encore, on peut aller pas à pas. Donc je récupère d'abord les ballons. Et ici, vous allez voir les ballons, hein, qui sont affichés. Regardez au niveau de l'application, boum, vous avez des ballons. Donc ce qui fait ça, c'est uniquement cette fonction-là. AST Balloons. Vous voyez? Et puis vous avez encore une autre fonction. La fonction Slow. Donc vous avez des nuages qui vont effectivement apparaître là. Regardez, vous avez ceci, les nuages bien sûr, bon, qui sont si vous voulez bien, hein. Ouais. Et là, vous avez ceci, cette fonction. Je vais cliquer là-dessus. C'est pratiquement la même chose, hein. Puis les deux font la même chose. Et là, ça c'est les fonctions d'erreur, hein. Si vous voulez par exemple contrôler, quand vous allez coder, hein, si vous voulez par exemple contrôler les erreurs, des trucs, tout ça, ça peut être très intéressant pour envoyer comme des messages, voilà, error et message, ouais, non, error message, voilà. Et ça c'est pour tout ce qui est warning, ça peut être très intéressant lors du codage, hein. S'il y a tel bug, telle chose, regarde ce que tu dois afficher, le warning message d'alerte, hein. Regardez ici, message d'alerte, c'est warning message. Voilà. Et là, vous avez ici pour info, pour afficher un message d'info, hein. Donc ça, c'est tout simplement la fonction info. Et du coup, vous avez du texte que vous pouvez mettre. Voilà.
info message. Libre à vous de remplacer du texte là par quelque chose de beaucoup plus concret, hein, beaucoup plus clair. Vous avez aussi le message de success message. Voilà. Cliquez là-dessus. Et là, on revient là. Vous voyez là, success message. Et enfin, vous avez message d'exception. Là. Bon, ça, quand vous avez des histoires d'exception, c'est très intéressant de l'utiliser. Par contre, si vous l'utilisez, il y aura un bug. Pourquoi? Parce que le E n'existe pas. Vous devez capturer cette exception-là. Voilà. Donc, si vous doutez bien, vous voyez ici, le E là, il se unit tout simplement en jaune. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'exception. On n'a pas capturé l'exception. Voilà pourquoi je dis que non. Si on utilise ça, quand vous voulez gérer les erreurs tout simplement dans votre code, et ce sera très intéressant, par exemple, de capturer l'exception et utiliser la fonction exception pour l'afficher beaucoup plus compréhensible aux utilisateurs. Voilà. Et vous avez ces bouts de code là que vous pouvez essayer d'utiliser. Ce sont des bouts de code que vous pouvez utiliser, très intéressants. Vous pouvez appliquer ce bout de code là dans vos applications. Et c'est très intéressant. Regardez ce bout de code. Déjà ici, j'ai un bug. Pourquoi? Parce qu'il faut importer tout simplement ce module time. Justement là, vous pouvez importer ça. Import time. Import time comme ceci. Voilà. Et du coup, si vous scrollez justement là, vous n'avez plus cette erreur là. Donc du coup, on vient au niveau de l'application. Il n'y a pas grand chose qui se passe parce que voilà, on n'a pas implémenté cela. Donc il faut quelque chose quoi. Il doit tourner 3 secondes et du coup vous avez un truc down tout simplement et c'est ça. Voilà. Donc si je fais par exemple 5 secondes, regardez 5 secondes là, vous regardez ici, ça va tourner pendant 5 secondes et du coup il va renvoyer l'information, voilà, down. Voilà. Si je mets par exemple 10 secondes, je vais mettre 10, je reviens là, ça va tourner pendant 10 secondes. Du coup, j'aurai un message down. Voilà, down. Très intéressant. Donc, vous pouvez utiliser ce bout de code dans vos applications data ou IA. Ça peut être très intéressant. Ça peut inspirer. Et là aussi, vous avez ceci, hein, des barres là. Progress bar. Voilà. Copiez tout ceci. Prenez ce bout de code et vous pouvez l'implémenter. Je vais commenter tout ceci. Hein, je vais commenter. Voilà, j'applique. Vous venez ici, et c'est cette barre là, ouais. Vous avez cette barre, donc je vais fermer tout ceci. Voilà, c'est cette barre. Donc vous avez cette progression, cette barre, vous pouvez mettre par exemple à 200 pour que ce soit beaucoup plus lent. Vous voyez là, la barre en train de pousser. Là, c'est la taille limite, c'est de 1 à 100, donc là nous avons exagéré. Ici c'est du 1 à 100, donc du coup je vais mettre 100 comme ceci. Voilà, on va exagérer tout simplement. Parfait. Donc là maintenant il faut faire par exemple, le mieux serait 10 secondes. Donc voilà, on change 10 secondes. Là. 10 secondes après ça va encore charger. Parfait. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne bien. Ça peut inspirer. Et ça c'est pour l'authentification et je vous laisse le soin d'exploiter cela. Parfait. Et alors les amis de la data, nous sommes arrivés à la fin de cette formation. Alors, si vous avez des difficultés avec les algorithmes, la programmation et sur tout ce qui est informatique, hein, de base, alors ne vous inquiétez pas, on a donc une formation ici sur la chaîne Rosteng AI. Vous allez retrouver une playlist formation, algorithme et programmation. Donc vous avez 5 vidéos. Donc vous avez la partie numéro 1, 2, 3, 4 et une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser des emojis dans vos codes Python. Voilà. Et il suffit juste de cliquer sur cette playlist, hein, sur cette playlist et du coup vous serez redirigé ici. Vous aurez les vidéos ici, hein, les 5 vidéos comme vous pouvez le voir. Donc partie 1, comme vous pouvez le constater, c'est une formation très suivie actuellement, hein, plus de 3000 vues et bientôt 4000 vues. Et vous voyez donc, abonnez-vous, hein, et suivez effectivement cette formation, comme ça vous aurez la base de l'informatique depuis le début, hein, je dis bien depuis le début, vous aurez la base et comme ça vous pourrez effectivement switcher avec
ce framework Python, c'est dit Streamlit pour développer des applications data et IA. Parce que comme vous pouvez le constater, ce framework a été développé en Python, donc il n'y a rien de grave. Maintenant, si vous trouvez ceci très compliqué pour vous, et voilà, c'est peut-être que vous n'avez pas la base tout simplement des algorithmes et la programmation. Et donc, je vous conseille de venir ici, tout simplement de suivre cette formation, comme vous pouvez le voir. Et comme ça, vous aurez toutes les armes possibles pour effectivement comprendre ce qui est tout simplement sous cette framework, les fonctionnalités ou encore les fonctions que ce framework nous offre pour effectivement développer des applications data et IA. Donc, c'est juste un conseil pour vous, hein. Maintenant, si vous avez la base des algorithmes de la programmation, mais tant mieux. De toutes les façons, c'est un framework très facile, comme vous pouvez le constater, hein. Vous n'allez pas taper beaucoup de code, hein. Vous voyez, juste avec des lignes de code, vous pouvez faire des grandes choses. Et c'est ce qui est très intéressant avec ce framework-là. Et voilà, donc c'est un framework vraiment spécialisé euh, en data et IA. Donc, si vous voulez par exemple développer vos applications data, par exemple que ce soit l'analyse des données, que ce soit par exemple du machine learning, que ce soit de la data science, que ce soit de l'intelligence artificielle, je vous conseille ce framework parce que il est très puissant et très rapidement vous pouvez déjà avoir un prototype de votre projet, hein, si vous voulez mettre en place tout simplement un prototype ou encore avoir une application rapidement web. Je vous conseille ce framework là parce qu'il est vraiment adapté pour ce type de problème. Et donc je vous conseille vivement de l'utiliser et de toujours revenir ici. N'oubliez pas, quand vous êtes ici, de cliquer sur cheat sheet, sur cette feuille, comme ça vous aurez déjà toutes les fonctions, hein, nécessaires, prêtes à utiliser. Il suffit juste de copier, coller et tester et voir un peu ce que ça donne. Et je vous ai montré aussi euh, une astuce très rapide, hein, comme vous pouvez le constater. Je reviens sur VS Code. Imaginez un peu, vous ne connaissez, en fait, vous avez oublié ces fonctions. Voilà, vous avez oublié ces fonctions et que peut-être vous n'avez pas la connexion Internet. Juste un exemple. Bah là, c'est très simple, hein. Vous codez en local, hein, vous travaillez en local et que vous n'avez pas la connexion Internet pour venir tout le temps vérifier ces fonctions ici sur le site officiel. Bah écoutez, c'est très simple. Il suffit juste de taper. Je vous ai dit quoi? ST comme ceci, point. Et VS Code va vous proposer cela. Alors, si vous n'avez plus cette proposition, il suffit juste de revenir sur ce point et vous faites le raccourci clavier, contrôle espace. Vous allez retrouver toutes les fonctions de Streamlit que vous pouvez effectivement utiliser pour vos applications. Voilà, c'est vraiment, moi je crois que c'est une astuce incontournable, incroyable. Et avec ça, vous n'êtes plus obligé d'aller tout le temps sur le site officiel ou encore, si vous n'avez pas de connexion Internet, ben, vous risquez d'être bloqué. Vous voyez? Donc, il suffit juste de taper si vous voulez bien, ce raccourci clavier et pour retrouver toutes les fonctions que vous pouvez utiliser avec Streamlit pour vos applications data et IA. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est très important. Mais non, autre chose, si vous voulez par exemple avoir du code source, hein, vous pouvez aussi se rendre sur mon compte GitHub, justement là. Je mettrai aussi le lien dans la description de cette formation. Vous allez retrouver des projets ici avec Streamlit, hein, des codes sources. Vous pouvez tester pour essayer un peu de voir. Ce n'est que comme ça que vous allez apprendre. Donc, c'est pas la magie. La programmation, c'est ça. Vous testez des codes, vous regardez, vous cherchez à comprendre. Si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Ça sera un plaisir pour moi de vous répondre. Comme vous pouvez le constater, je réponds toujours aux commentaires. Donc, n'hésitez pas de commenter et je pourrai effectivement apporter une réponse. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, cette formation, de liker, bien sûr, et de vous abonner, les amis. Sur ce, merci, au revoir.